Alors, merci, bonjour. Merci de nous accueillir à Bruxelles. Je ne sais pas si vous m'entendez avec le micro ou pas, je pense pas. Ça arrive, ça monte tout doucement. Voilà. Faut que je me rapproche. Ouais. Ok. Bon, alors je vais parler un peu plus fort, je suis enseignant, donc j'ai l'habitude. Merci de nous accueillir. Donc Camille Allouin, moi je suis enseignant-chercheur, maître de conférences à l'université de Poitiers. Poitiers, c'est juste au-dessus de Bordeaux, si vous vraiment vous connaissez pas du tout la France. Je travaille dans un institut d'administration des entreprises, qui est en fait une école de management ou de commerce, peu importe le terme, public. Donc voilà. Et moi, mes travaux, avant de m'intéresser, et toujours d'ailleurs aux questions d'affect et d'émotion, portaient sur tout ce qui était réputation, réputation en ligne, réputation numérique des organisations principalement. J'ai d'ailleurs publié aussi quelque chose il y a un bouquin il y a quelques années sur ce sujet-là. Et plus globalement, moi, ce qui m'intéresse dans mes travaux, c'est la manière dont on va en quelque sorte, produire et consommer de l'information par les dispositifs numériques. Je travaille sur des questions un peu de territoire, c'est-à-dire comment on territorialise en quelque sorte sa présence en ligne, sur des questions donc avec Julien d'émotion et d'affect, sur des questions aussi de rumeurs. J'ai pas mal travaillé ces derniers temps, j'ai publié en début d'année, puis je vais publier bientôt, sur la question des rumeurs, puisque c'est quelque chose, notamment durant les attentats, hein, puisque que ce soit ici ou en France, c'est un contexte informationnel très très particulier. Donc voilà, donc une des questions qui moi m'anime depuis pas mal d'années, c'est de savoir comment on consomme de l'information en ligne, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça provoque, avec cette idée toujours sous-jacente que Internet, le web, les dispositifs numériques, peu importe, ne sont pas un facteur, ne provoquent pas quelque chose, ils permettent juste de transformer, de transposer, d'agencer différemment les objets culturels, informationnels, sociaux dont on a l'habitude qu'on a l'habitude de manipuler ou de voir au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier en fait cette modification, cette transposition, cette traduction, enfin on peut donner plein de termes, ce qui est un peu aussi à la base de nos travaux avec Julien sur la question des émotions et du numérique. Je te laisse. Oui, alors pour ma part, donc Julien Pierre, moi je suis enseignant-chercheur également. Alors dans un autre établissement, dans un autre type de structure, c'est une école de commerce privée, pour les coups, école de management, c'est Audencia Business School, qui est située à Nantes. Et disons, pour rebondir sur ce que disait Camille, si Camille s'intéresse à la manière dont effectivement va circuler l'information et comment dans cette circulation vont opérer des actions de transformation, de traduction, etc., etc., moi, je vais centrer mon regard sur également une forme de circulation, également des formes de traduction ou de transposition, et plus largement de construction. C'est-à-dire que ce qui va m'intéresser, j'avais commencé un petit peu dans ma thèse, et puis de plus en plus avec la question des émotions, c'est notamment comment l'individu va construire son action de manière générale. J'avais commencé sur comment l'individu va construire son identité en entrelaçant à la fois ce qu'on peut faire sur les plateformes numériques, ce qui va se passer dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, etc., etc. Donc c'est cet entrelacement de différents contextes qui permettent à l'individu, ou dans lequel l'individu, en tout cas, va essayer de construire son identité. Et puis, petit à petit, cette idée de construction au croisement de différents contextes, je l'ai retrouvée. Alors sur la partie émotion, on va y revenir dans un instant, mais dans toutes les logiques de construction, toutes les logiques de conception. Je vais beaucoup m'intéresser par exemple au design et je vais essayer de voir comment le designer par exemple va prendre dans différentes sphères d'activité, par différents outils, par différentes méthodes, va prendre des informations, comment il va les assembler, les agencer, les structurer les unes avec les autres et proposer après des solutions opérationnelles. Là on verra tout à l'heure sur le community management également. Il y a d'autres chantiers comme ça qui vont émerger également dans notre présentation. Et l'idée, là, sur les émotions, c'était de dire que, voilà, dans ce processus de construction de l'identité ou des collectifs, ou dans ce que certains acteurs, comme les plateformes, mais également des éducateurs, par exemple, vont utiliser, exploiter les émotions pour
permettre aux individus ou pour tirer un profit de cette exploitation dans lequel les individus vont mettre en circulation des émotions, puisque nous, on va appeler un petit peu plus tard des affects. Donc, c'est tous ces processus de construction et de circulation des émotions, des affects, des informations qui vont nous intéresser. Et on a vu que les plateformes, c'est notre clé d'entrée, les plateformes quand on parle de plateformes, ça va être Facebook et Twitter principalement, ont un certain talent, on va dire, pour mettre en circulation ces informations ou ces émotions. Et moi, dans ma thèse, j'avais regardé notamment comment les étudiants utilisaient Facebook. Camille s'était beaucoup intéressée à Twitter dans sa thèse. Et on a vu que ces plateformes-là avaient changé un petit peu ou avaient potentialisé certaines des fonctionnalités qu'elles avaient mises en place, les ont accompagnées de discours dans lesquels, aussi bien dans les fonctionnalités que dans les discours, les émotions prenaient de plus en plus de place. Et c'est ce qui nous a amené à parler d'une économie numérique des émotions, et donc qui revient sur des travaux qui sont situés entre la fin de nos thèses, c'était en 2014 à peu près, et puis l'ouvrage qu'on a publié il y a 1 an. Alors, vu qu'on a 1h30 pour faire encore de la généalogie encore avant, on va prendre notre temps. En fait, on s'est rencontrés il y a à peu près 10 ans, et donc on s'est rencontrés autour de la question de la réputation en ligne, pour remonter avant. On a publié des choses autour de 2011-2012, j'allais dire des choses pas très sexy sur l'épistémologie de la réputation, qui étaient des questions, j'allais dire, purement scientifico-scientifiques. Et c'est vrai que nous, notre approche qu'on avait sur la réputation était, on va dire, un peu partie de l'idée que, si vous voulez, que ce soit les plateformes ou que ce soit ceux qui manipulent, qui mesurent, qui évaluent cette réputation numérique, partaient en quelque sorte d'une approche plutôt, on va dire, rationnelle. C'est-à-dire que leur but, c'était, à partir de choses plutôt irrationnelles comme des opinions, c'est-à-dire qui sont irrationnelles, subjectives comme des opinions, on allait essayer de produire une forme d'objectivité qui allait permettre de passer à l'action. C'est-à-dire que quand vous utilisez une plateforme, par exemple, comme, je ne sais pas si on va faire de la pub, mais comme TripAdvisor ou Booking, vous savez, pour évaluer un hôtel, etc., l'objectif, c'est quand même de vous dire, transformez votre opinion, votre ressenti, ce que vous pensez, en quelque chose qui est manipulable, qui est transformable en chiffres, en fait, qu'on peut chiffrer, parce que les organisations, au sens large, apprennent à ne fonctionner que par du chiffre, de la pragmatique du chiffre. Donc si on ne transforme pas quelque chose en chiffres, si on n'objective pas les choses, on ne peut pas prendre de décision. L'hôtel, si vous ne lui mettez pas un certain nombre d'étoiles, si vous ne lui mettez pas des commentaires avec des termes qui sont rationalisables, qui sont objectivables, je gardais de l'hôtel parce qu'on y était hier soir, mais l'hôtel ne va pas pouvoir, par exemple, améliorer son service. Donc nous, tout un peu la construction qu'on avait, l'approche des choses, c'était de se dire, au final, ce qui intéresse aujourd'hui les organisations, c'est leur capacité, en fait, voilà, à objectiver ce qui se passe sur le numérique, à objectiver le social. Et effectivement, petit à petit, on s'est dit peut-être que déjà la dichotomie rationnelle-irrationnelle n'est pas existante. On sait tous qu'on n'est jamais totalement rationnel ou totalement irrationnel. Et du coup, c'était plutôt de se dire, tiens, peut-être que ces organisations-là s'aperçoivent que à vouloir tout le temps objectiver les choses, ça bloque un peu le passage à l'action. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas envie d'écrire un commentaire, si j'ai pas envie de transformer ce que je pense en étoile, je ne vais pas utiliser le dispositif, je ne vais pas commenter, je ne vais pas partager, je ne vais pas interagir. Et on sait très bien que ce soit les plateformes web ou aujourd'hui les organisations, si vous n'interagissez pas, vous ne partagez pas de données personnelles. Si vous ne partagez pas de données personnelles, il est difficile de transformer ce que vous faites en valeur et donc ensuite de transformer ça en capital et donc de gagner de l'argent pour faire vraiment très très schématique. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, peut-être que, et parce que c'est une composante aussi de la réputation, c'est une composante de l'identité, peut-être que la question émotionnelle, affective, c'était assez flou pour nous à ce moment-là, serait quelque chose sur lesquels ces industries-là vont se pencher. Et donc on a eu cette idée, c'était il y a à peu près 5 ans, on s'est dit tiens, ça serait quelque chose à exploiter, une idée à creuser en fait. Et en 2014, je dis pas de bêtises, c'est ça, Facebook nous a projeté totalement dans ce constat-là, puisque Facebook a publié un papier scientifique, enfin les chercheurs de Facebook, expliquant qu'ils avaient, entre guillemets, manipulé 600 000 comptes
C'est-à-dire qu'ils avaient pris 600 000 comptes Facebook au hasard, peut-être le vôtre d'ailleurs, et pendant le mois d'août 2013, du coup, donc le temps qu'ils publient, ils avaient essayé d'envoyer que des informations, on va dire, très négatives sur des profils, des informations très positives sur d'autres, et ils s'étaient aperçus qu'effectivement, ils étaient en capacité, en tout cas c'est ce qu'ils disent, de modifier l'humeur des individus. Et là, on s'est dit, tiens, notre intuition n'était pas si mauvaise que ça, puisqu'en fait, voilà, une plateforme reconnaît officiellement qu'aujourd'hui, l'un de ses objectifs, c'est plus d'essayer d'objectiver le social, c'est plus d'essayer d'objectiver les actes, les usages des utilisateurs pour ensuite les transformer en publicité et les vendre aux individus, c'est de provoquer ces usages, d'essayer d'aller chercher ce qui potentiellement serait la part la plus subjective ou, entre guillemets, irrationnelle de nos comportements, c'est-à-dire la part émotionnelle. Et donc, à partir de là, vu qu'on est chercheurs, nous, en France, dans un champ de recherche qui est franco-français, qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication, qui a cette particularité exceptionnelle dans le monde entier à associer information et communication, à tort et à raison d'ailleurs, on s'est dit, tiens, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est deux choses centrales. Ce sont les médias, le médium, si vous voulez, hein, l'ordinateur, ce qu'il y a à l'intérieur, les plateformes, la télé, etc. Et les médiations, c'est-à-dire que comment ces médias font médiation entre les individus, entre les organisations, dans la société. Et là, du coup, en poussant encore la chose, on s'est dit, voilà, nous, ce qui pourrait être la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est pas tant de travailler les émotions d'un point de vue, ou les affects, d'un point de vue psychologique, ce qui a déjà été beaucoup fait, puis on pourra en discuter, je pense, ensuite à la table ronde. On n'est pas là pour travailler ça aussi d'un point de vue forcément sociologique, ce qui a été aussi beaucoup fait, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se demander comment cette question-là s'incorpore dans les médias, et pas les médias télévisuels ou autres, bien évidemment, les médias numériques. Et donc, à partir de là, on a commencé totalement, j'allais dire, de manière artisanale, sans financement et presque sans soutien académique, faut le dire quand même, à creuser la question, et donc à regarder ce qu'on va vous présenter ensuite, hein, c'est-à-dire dans le livre, on allait voir des brevets, quels étaient les brevets déposés par Facebook, Twitter, Amazon d'ailleurs aussi, ou d'autres, qui contiennent les mots émotion, affect, sentiment, etc. On est allé lire beaucoup de discours qui étaient à destination des professionnels de la communication des médias ou qui étaient produits par les dites plateformes. On est allé regarder ce que faisaient, mais on y reviendra après, comme l'a dit Julien, hein, ce qu'on appelle les community managers, les gestionnaires de communauté, ceux qui sont les communicants en fait en ligne. Bref, on a commencé à accumuler en fait de manière un peu floue au début et puis de plus en plus précise ensuite des éléments de preuve qui appuyaient cette idée que voilà, aujourd'hui, la question numérique devient de plus en plus indissociable de la question émotionnelle. Et que, de notre point de vue, le tout n'était pas que de décrire ce qui était en train de se passer ou de l'analyser, j'allais dire, de manière un peu froide, mais d'arriver à en faire, en fait, quelque chose de critique. Critique, pas au sens de critique pour dire « ouh, c'est pas bien, arrêtez tout », critique au sens de déconstruction. Et on y reviendra à la fin, et c'est peut-être ça qui amène aussi, d'ailleurs, la question de l'éducation aux médias. Déconstruire, ça permet de donner des éléments pour donner du pouvoir aux personnes qui ont cette déconstruction. Et si on déconstruit la manière dont ça fonctionne, alors on va un peu plus pouvoir agir soit sur ce qui nous touche, c'est-à-dire ces plateformes, ces organisations, ces communicants, etc., soit s'en extraire si on a envie. Dans tous les cas, provoquer une discussion, provoquer des échanges, essayer de faire quelque chose qui peut être constructif. Et donc cette critique est passée, on y reviendra, on l'aborde pas trop dans notre présentation d'ailleurs, mais sur la question de ce qu'on appelle le capitalisme affectif. Hein, donc on a voulu mettre en place une critique du capitalisme qui se veut pas une énième critique du capitalisme, bien que ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui, en Belgique, j'allais dire, nous donne un peu tendance à dire que c'est peut-être pas assez critiqué, et c'est contrairement à ce qu'on pense, peut-être qu'on est trop dans des, comme on dit, dans des milieux autorisés, et qu'aujourd'hui on s'aperçoit que énormément de gens ont quelque chose à dire sur ces questions-là. Mais en tout cas, voilà, de mettre cette idée de dire aujourd'hui, le capitalisme, puisque c'est le système économique dans lequel on s'inscrit, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un fait, est aujourd'hui utilise les affects, enfin depuis toujours, mais encore plus via le numérique, utilise les affects et les émotions comme ce que nous on a appelé un métadispositif, c'est-à-dire comme quelque chose qui va permettre de réguler des flux d'individus, des flux de capitaux, des flux d'informations, comme quelque chose qui va être capable de provoquer aussi ces flux. Et donc, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans nos sociétés
sans s'interroger sur la part d'affect qu'il y a dans nos économies. Et dans ma tête, j'ai prévu aussi, si tu rebondiras, tout un laïus sur les gilets jaunes, hein, parce qu'on ne peut pas s'en détacher. Et c'est quand même, j'y reviendrai, mais pour moi, une illustration de plus en plus prégnante de ces questions-là, de capitalisme, d'affect, de changement sociétal par le numérique, dans le numérique. Et justement, et c'est ça qui est aussi passionnant, au-delà, on peut s'en détacher aussi. Donc tout ça nous a amené à travailler sur ces questions-là. On a une temps, hein, je continue. Et du coup, ça a été assez mal reçu par la communauté scientifique francophone au début, qui nous a dit bon, faut arrêter, c'est pas vrai, hein, les plateformes s'intéressent pas aux émotions. Alors c'était avant que Facebook sorte ces fameuses qu'on voit sur la photo, hein, ces fameuses Facebook Reactions. C'était avant que les emojis deviennent aussi centrales et une question aussi discutée aussi. On nous a dit bon, une énième critique du capitalisme. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore besoin de le critiquer? Tout va bien. Voilà, ça c'était des chercheurs qui avaient du nez. Hein, on en a toujours dans la recherche scientifique. Hein. Si un jour ils voient la vidéo, bonjour. Et du coup, on a eu la chance d'être soutenu par quelqu'un qui a fait la préface du livre, qui s'appelle Antonio Casilli, qui est un chercheur francophone, italien, et qui lui travaille beaucoup sur les questions de digital labor. Peut-être que c'est quelque chose que dans le cadre de ces conférences où vous avez déjà entendu, hein, qui est le travail du consommateur, le travail de l'individu. Hein. Aujourd'hui, on peut tous être vus, c'est un grand débat encore, comme des travailleurs du numérique, quand on va cliquer, quand on va partager des informations, quand vous allez remplir, vous savez, un CAPTCHA, on vous dit est-ce que vous n'êtes pas un robot, choisissez la photo, cliquez sur la photo, il y a une voiture, ça c'est pour faire avancer les voitures sans chauffeur de Google. Et puis bien même au-delà, hein, quand les vidéos que vous ne voyez pas sur Facebook ou YouTube, parce qu'elles pourraient choquer nos yeux d'occidentaux, elles ont été vues par des non-occidentaux à Madagascar, pour la France, au Vietnam, etc. Donc bref, il y a toute une économie derrière. Et donc c'est lui qui nous a poussé à écrire notamment ce livre et à dire, voilà, il y a vraiment quelque chose à creuser là-dessus. Et donc, ce qui nous a amené à la publication de cet ouvrage. Et depuis, parce qu'un ouvrage, hein, il est sorti en octobre 2017, il a dû être écrit fin 2016, début 2017, donc entre-temps, on a avancé, puis on vous en parlera. Voilà, pour faire la généalogie longue un peu de tout ça, ce qui nous a amené aujourd'hui à publier ça, et puis à venir en parler avec vous. Oui, passer effectivement dans le cœur du propos, c'est-à-dire qu'effectivement, alors vous avez entendu depuis le début, et puis c'est écrit sur la couverture de l'ouvrage aussi, on va parler d'affect et d'émotion. Alors Camille a présenté rapidement en quoi consiste notamment le digital labor, et il y a des éléments de définition sur lesquels on doit revenir dès le départ, parce que, et qui sont encore problématiques pour nous, aussi bien pour notre compréhension mutuelle de l'objet qu'on est en train d'observer, que dans sa médiatisation ou sa circulation à l'intérieur des sphères académiques ou des sphères professionnelles ou des sphères médiatiques, etc. etc. Et il y a cette ambiguïté qui réside toujours entre les émotions et les affects. Alors on a une difficulté notamment quand on va s'adresser au monde anglophone, c'est que le terme affect, qui est d'ailleurs présent chez les psychologues, on pourra en discuter justement tout à l'heure, le terme affect va regrouper ce qu'on appelle le domaine ou le spectre affectif, c'est-à-dire l'ensemble des manifestations affectives chez l'individu qui peuvent aller de la pulsion au sentiment en passant par des attitudes, des stratégies particulières, des comportements pourquoi pas, et des émotions. Et donc il y a une espèce de confusion des termes entre émotion et affect, et il faut qu'on tranche à ce niveau-là, parce que quand nous, on va parler d'affect, on va l'entendre d'une manière un peu particulière, qui n'englobe pas systématiquement les émotions. Donc il faut d'abord revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une émotion, pour ensuite comprendre ce que nous, on entend par affect, et comprendre du coup ce qu'on veut dire derrière cette expression de web affectif. Alors une émotion, là vous avez une image qui a beaucoup circulé, c'est un mème qui a été repris sur le web, ça fait quelques mois, quelques années que cette image tourne. Vous savez qu'elle a été transformée, on a remplacé l'homme par Donald Trump par exemple, ou on a remplacé une des deux jeunes femmes par une marque d'un soda d'un côté et puis son concurrent de l'autre côté, etc., etc. Donc c'est une image qui a circulé. Qui l'a déjà vu cette image? Juste pour se donner une idée. D'accord. Non, c'est juste pour dire. Peut-être pour repréciser en quoi elle consiste en fait du coup.
C'est ce qu'il appelle l'image qui est appelée le distracted boyfriend. Vous savez, vous avez des bases d'images qui s'appellent par exemple Getty Images, qui sont des bases d'images faites par des photographes dans lesquelles les journalistes ou n'importe qui peut aller puiser. Et en fait, il y a cette image-là. Vous avez un compte Twitter dont j'oublie tout le temps le nom, qui s'appelle Destock Photo, je crois, dont la spécialité est de... Pardon ? La spécialité est de sortir des photos les plus amusantes de ce stock d'images, et qui un jour a sorti cette image-là, qui montre donc un jeune homme, comme vous le voyez, qui marche avec sa compagne. Enfin, on suppose, hein, tout ça c'est de l'interprétation, mais ce genre d'image, le niveau sémiotique d'interprétation est assez faible, hein, c'est tout l'intérêt. Dont on voit qu'il se balade dans la rue avec sa conjointe, qui voit passer une jeune femme avec une robe rouge, et qui, comme vous le voyez, est un peu distrait, on présume qu'il siffle. Donc ça doit être pas loin. Et on voit donc que sa conjointe est, j'allais dire, comme on peut s'y attendre, assez outrée du comportement de son conjoint. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup tourné. Ouais. Alors c'est plus exactement, c'est une mise en scène en fait, c'est-à-dire que c'est 3 comédiens, il y a un photographe et il y a toute une série de photos qui existent là-dessus. Alors des fois on les voit se disputer, des fois on les voit se réconcilier, des fois il fait des bisous à l'une, des fois il fait des bisous à l'autre, etc., etc. Bon, il y a toute une mise en scène autour de ça, mais nous ce qui nous a intéressé, c'est qu'effectivement sur cette image-là, on pouvait s'en servir comme élément d'explication à ce qu'on entend par émotion et ce qu'on entend par affect. Alors on a rajouté, nous, sur cette image-là, une couche provenant d'un algorithme qui vient de chez Microsoft, pour le coup, et qui est un algorithme de reconnaissance automatique des émotions sur les visages. C'est-à-dire qu'on télécharge l'image sur le site de Microsoft, il y a une petite moulinette qui passe et qui repère des points particuliers sur le visage, la position des sourcils, des lèvres, du nez, des fossettes, etc., etc., et qui, à partir de là, est capable de dire... Ben voilà, sur ce visage, il y a telle et telle émotion qui sont présentes, et elles sont présentes avec une certaine intensité émotionnelle, ce qu'on appelle une valence émotionnelle. Et il y a donc une logique d'interprétation algorithmique qui se pose, qui se calque sur cette image-là. Donc là, on a fait le test, on a pris cette image, et alors souvent on fait aussi, des fois on coupe un petit peu la démonstration en deux, et puis on dit, on présente l'image, et je demande aux gens, ben voilà, comment est-ce que vous nommeriez l'émotion vécue par ce jeune homme à ce moment-là? Donc il y a plusieurs interprétations qui arrivent. Souvent, on rentre assez facilement dans le registre de la blague à ce moment-là. Donc je suis obligé de mettre un terme et de revenir à des préoccupations plus scientifiques et de dire, bon, en tout cas, il y a une logique d'interprétation. Vous voyez que vous, individuellement, vous n'êtes pas capable d'interpréter de la même manière cette émotion. Pourtant, l'algorithme a cette prétention-là de poser une interprétation figée de l'émotion qu'il lit dans l'image. Et donc ici, on a eu un certain nombre d'émotions qui ressortent du visage du garçon, et la plus importante en chiffres, c'est la tristesse. Voilà. Et la tristesse n'est jamais nommée par les individus auxquels on pose la question, qu'est-ce que vous voyez comme image, comme sentiment, comme émotion dans cette image? Et on voit que ici c'est sadness à 0,39, et puis ensuite il y a neutre, et ensuite on va descendre très rapidement à la surprise. Alors les psychologues débattent de savoir si la surprise est une émotion ou pas, et ensuite il y a la colère, la satisfaction, le dégoût, la peur, la joie, et la joie est quasi la plus faible dans cette représentation-là. Donc là, on a une lecture des émotions, alors qui est basée sur un calcul particulier de reconnaître des micro-expressions du visage. On doit cette innovation à des travaux scientifiques émanant d'un psychologue qui s'appelle Paul Ekman, et qui est une figure centrale dans tout le socle de références qui vont circuler aussi chez les professionnels qui travaillent dans ces plateformes et qui vont chercher à mettre en place plus tard des stratégies et des fonctionnalités affectives. Alors, Paul Ekman, l'air de rien, est quelqu'un qui est finalement très très connu. Il a une médiatisation particulière de ses travaux. On l'a vu, par exemple, sa vie et son activité a été romancée dans une série télévisée qui s'appelle Lie to Me, où il repère effectivement les micro-expressions d'un témoin, d'un suspect. Il arrive à dire, voilà, il a haussé son sourcil, donc il est en train de mentir. Il a un petit sourire en coin, donc c'est un traître et il vend des informations à un pays étranger, etc.,
etc. Et puis Paul Ekman a aussi, donc sur cette lecture des micro-expressions, il a accompagné les agences de renseignement et de sécurité américaines sur le repérage des terroristes dans les aéroports, par exemple, ou des passeurs de drogue. Sont pas les seuls à être, les terroristes ne sont pas les seuls à être traqués par les agences de renseignement et de sécurité. Dans des formes de médiatisation, il a aussi très fortement distillé sa théorie des émotions dans un film d'animation de Disney Pixar qui s'appelle, alors en anglais c'est Inside Out, et en français ça va être Vice Versa. Donc on avait 5 petits personnages de couleurs différentes systématiquement qui incarnaient chacun une émotion particulière et qui essayaient de piloter. Ils avaient un tableau de bord devant eux et puis ils essayaient de piloter le comportement d'une jeune fille. Et puis il a fait des tas d'apparitions télévisées, des tas de partenariats avec le Dalai Lama par exemple, etc., etc. Donc ça c'est la théorie dominante, on va dire, ou une théorie dominante. Alors peut-être que notre collègue psychologue tout à l'heure apportera des précisions par rapport à ça. Mais nous, ça nous est apparu comme en tout cas le modèle dominant dans l'approche psychologique des émotions. Et comme Paul Ekman a eu cette capacité finalement à encoder notre visage, et il a fondé un système qui s'appelle FACS, donc qui est une mesure, un calcul du déplacement des points du visage, et de dire, voilà, on est capable de repérer avec ces variations-là des valences émotionnelles, et en fonction des combinaisons entre les sourcils, le nez, les lèvres, etc., on va être capable de dire, voilà, ça c'est de la joie, de la tristesse, du dégoût, de la peur et de la colère. Donc il y a 5 émotions essentielles chez Paul Ekman. Et comme il a codé ça, les informaticiens ont réussi à s'en emparer et en dire, voilà, j'ai un code, quelque chose qui est assez simple, je peux appliquer par-dessus les algorithmes qu'on connaît déjà, qui sont capables de faire de la lecture d'images, de repérer des points sur des images. Et donc on va combiner nos algorithmes de reconnaissance, de lecture automatique des images, on va encoder un algorithme sur la reconnaissance automatique des émotions et on va proposer des services. Microsoft le fait, IBM le fait, Samsung, Apple, Amazon et puis d'autres acteurs plus pas confidentiels mais qui sont des sociétés de services par exemple vont aussi proposer des solutions dans ce style. Donc là, on a ici une certaine définition des émotions telle qu'elle se trouve à la croisée de l'informatique et de la psychologie, on va dire. Or, nous, on voit bien que dans le jeu d'interprétation qu'on va poser sur la lecture d'un visage, on n'est pas d'accord entre nous sur l'interprétation de ce qu'on lit sur le visage et on n'est pas d'accord non plus dans les réponses souvent qui émanent des participants, de ceux à qui je pose la question. Il va y avoir des émotions, il va y avoir des sentiments. Donc, il y a aussi une grande confusion dans notre vocabulaire, dans la langue française en tout cas, entre émotion, sentiment et affect, qui est un terme un petit peu plus technique. Et du coup, on s'est rendu compte aussi, en allant chercher ailleurs que dans la psychologie ou dans l'informatique, qui était le socle commun, encore une fois, de ces plateformes, on s'est rendu compte que le terme affect, on pouvait l'utiliser aussi dans un autre sens, et qu'il y avait quelque chose qui nous permettait de sortir aussi de quelque chose qui était très statique. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai une image qui est figée, sur laquelle je pose à un instant donné une lecture émotionnelle en disant ce garçon a beaucoup de tristesse et pas du tout de joie, par exemple. Et c'est à un instant donné. Donc tous les éléments de contexte tendent à disparaître là-dedans. Et toutes les questions d'interprétation et les pluralités d'interprétation qui peuvent intervenir tendent à disparaître aussi. Quelles sont les émotions de la fille qui est en bleu? Quelles sont les émotions aussi, pourquoi pas, de la fille en rouge à côté? Est-ce qu'ils vont se disputer après? Est-ce que lui va s'excuser? Est-ce qu'il va lâcher la main et courir vers la jeune fille en rouge, etc., etc. On ne connaît absolument pas la situation. De toute façon, c'est une mise en scène, donc c'est complètement artificiel. Mais en tout cas, cette lecture-là est une lecture statique des émotions et qui va se retrouver uniquement à un niveau psychophysiologique à l'intérieur de l'individu. On est capable de lire certaines choses, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la relation dynamique que cette stimulation, le passage, l'arrivée de la jeune femme en rouge, va produire chez l'individu. Donc, quels sont les effets qu'il va y avoir chez l'individu? On est incapable, on l'a vu par des questions d'interprétation, de saisir les effets qu'il y a chez ce garçon-là,
on sait qu'il se retourne, peut-être qu'il est en train de siffler, on est surpris par la lecture algorithmique, on n'est pas d'accord entre nous sur l'interprétation qu'on fait du comportement du jeune homme, on ne sait pas du tout ce qui va se passer par la suite, donc les effets, on est absolument incapable de les saisir, de les identifier, de les maîtriser. Tout ce dont on est sûr, c'est que le garçon, en tout cas, a été affecté par quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé, Camille et moi, de faire une distinction très nette entre les émotions et les affects. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on a une lecture psychologique de la chose, donc on va être centré sur l'individu avec les émotions. Et si par contre on a une approche culturaliste des émotions, bien évidemment, on va vous dire que c'est impossible de réduire dans le monde entier les émotions sur chaque individu à quelques schèmes répétitifs. C'est-à-dire qu'on vous dira, c'est impossible de croire qu'une personne aura la même expression dans telle culture et dans telle autre pour signaler une émotion. Donc si vous voulez, nous on s'est retrouvés un peu aussi coincés entre des approches psychologiques centrées sur l'individu et sur une réduction, en fait, si vous voulez, des comportements et des expressions pour arriver à dire, voilà, on peut retrouver des schèmes qui seraient, et c'est ce que dit Ekman en tout cas, hein, bien évidemment, beaucoup de chercheurs même en psychologie, sont beaucoup plus modérés, mais qui en tout cas disent que voilà, on peut retrouver ces émotions-là dans le monde entier, chez n'importe quel individu, peu importe son contexte culturel. Même chez n'importe quel mammifère. Chez n'importe quel mammifère, oui, ça va plus loin, oui, puisque cette théorie part de Darwin, hein, c'est pour vous dire que ça, c'est quelque chose qui reste depuis très longtemps. Et à l'inverse, vous avez les approches culturalistes, hein, on va dire, qui eux vont vous dire non, il faut bien évidemment prendre énormément en compte le contexte, la culture, les structures sociales dans lesquelles s'insèrent les individus pour comprendre en contexte pourquoi telle attitude, telle expression a été faite et pourrait signifier telle émotion. Et donc nous, voilà, notamment sur la question des affects, ça a été de se dire, mais qu'est-ce qui fait le lien entre, pour schématiser, l'environnement, la structure sociale ou culturelle, et l'individu, sa psyché, ses interactions avec le monde. Et c'est là qu'est arrivé Là, il y a eu deux réponses possibles. Il y a celle que vous donne Microsoft, c'est-à-dire qu'elle va donner des scores pour arriver à dire, voilà, on va faire une valence, on va faire un peu un entre-deux, avec la question de la surprise, en fait, qui peut tout simplement être dit, c'est même pas une question de psychologie, c'est juste que Microsoft, ils vendent ça ensuite à des entreprises commerciales. Et quoi de mieux quand votre enfant, par exemple, va aller regarder un magasin de jouets qui sera filmé par une caméra par reconnaissance faciale, de noter la surprise face à son jouet. Ça, c'est quelque chose qu'en marketing est très intéressant. Et donc, voilà, nous, on était un peu dans ce triptyque entre ce que proposent les entreprises commerciales, ce que proposent les approches culturelles et ce que proposent les approches psychologiques. Et c'est vrai que la notion d'affect, comme elle est là illustrée, elle n'est pas de se demander, au final, qu'est-ce qu'a ressenti le jeune homme avec sa chemise à carreaux ou sa conjointe, enfin sa copine, ou pourquoi dans un contexte occidental, il aurait tendance à siffler la jeune fille et à se retourner. Peut-être que dans d'autres pays, on ne se retourne pas, même si on est impressionné par la beauté d'une personne, ou on ne se tient pas par la main aussi, par exemple. Enfin bon, il y aurait beaucoup de facteurs. Non, nous, ce qu'on peut se demander, c'est mais qu'est-ce qui effectivement a provoqué cette réaction ? Et comment, en fonction de ce que l'on va observer sur le comportement des individus, en fonction du contexte dans lequel ils se situent, et en fonction de ce qui va provoquer cette réaction, on va essayer de comprendre ce qui circule. Qu'est-ce qui a circulé entre la jeune fille en rouge et le jeune homme ? Qu'est-ce qui a affecté, on va prendre le terme au premier degré, qu'est-ce qui a affecté le jeune homme ? C'est la jeune fille en rouge. Et ensuite, on s'aperçoit d'ailleurs que le jeune homme, affecte sa conjointe. Et donc là, on peut se dire, tiens, il y a quelque chose qui circule. Il y a quelque chose qui se passe entre la jeune fille en rouge et le jeune homme, puis entre le jeune homme et sa conjointe. Et ça, si vous voulez, vous avez un philosophe qui s'appelle Spinoza, et qui, il y a très longtemps, et qui est d'ailleurs, je vais dire aussi un philosophe sous-coté, qu'on n'étudie plus trop, en tout cas chez nous en France, dans les cours de philosophie au lycée, qui est assez peu exploité, et qui, si vous voulez, parce que c'est un philosophe, ça n'existait pas encore la sociologie à l'époque, un philosophe très critique, et qui a développé une notion d'affect et d'éthique qui lie fortement les deux, pour expliquer, in fine, que ce qui nous pousse à agir dans la vie, et ce qui nous affecte.
Et on ne peut pas s'extérioriser de tout ce qui va nous affecter, qui va jouer sur notre action. Aujourd'hui, on peut donc se dire que là où, si on prend la salle dans laquelle on est, je schématise encore énormément, mais si on prend la salle dans laquelle on est, il y a énormément de choses qui vont nous affecter. Si on prend juste Julien et moi, ça va être la machine, ça va être vos regards, ça va être la lumière, ça va être le son, ça va être éventuellement ensuite vos questions, ça vous voir noter quand je parle, je vous vois faire quelque chose, ça m'affecte, etc., etc. Et donc, la question le point qu'on a pu mettre en avant, c'est que cette notion d'affect, c'est-à-dire ce qui nous pousse à agir, ce qui nous donne une puissance d'agir, c'est exactement ça. Hein. Plus on est affecté, plus on agit. Là, vous voyez, on continue avec notre schéma. Hein. On voit le jeune homme qui a une puissance d'agir, ça l'a amené à se retourner, de voir passer la jeune fille. Peut-être lui a-t-elle fait un clin d'œil avant, ça serait une approche psychologique. Peut-être est-ce normal dans leur culture de se retourner quand on voit quelqu'un, une belle personne, ça serait une approche culturaliste. Nous, on va se dire, ok, nous avons quelqu'un, en l'occurrence, pas quelque chose, quelqu'un qui a provoqué un mouvement dans un corps. Et c'est ça, être affecté. C'est ce qui va donner une puissance d'agir à notre corps. Et l'intérêt des affects aussi, c'est qu'on peut élargir un peu la notion et de se dire, c'est non pas seulement quelque chose qui va provoquer des actions dans nos corps en tant qu'individus, c'est aussi quelque chose qui va nous relier les uns les autres. Et on voit bien la jeune fille en rouge, le jeune homme et sa conjointe, c'est ce qui va nous relier. Et c'est donc si ça provoque des actions dans plusieurs corps en même temps, ça provoque des actions de l'agir dans nos sociétés. Et à partir de là, nous, en tant que chercheurs en communication, pour faire plus simple, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des neurologues, donc on ne peut pas mettre des scanners sur la tête des gens, bien qu'on va peut-être bientôt le faire, mais accompagner. Bref, on en parlera si vous voulez à la fin, mais on va éviter de mettre des scanners sur la tête des gens. On n'est pas psychologue, donc on n'a pas les outils des chercheurs en psychologie sur ces questions-là. On n'est pas psychiatre, donc on ne peut pas questionner les hormones aussi, hein, parce que les émotions, c'est des hormones. On n'est pas sociologue. On aime bien s'en distinguer. Donc, on n'a pas forcément les outils pour faire critiquer la question, enfin, pour analyser la question des structures sociales ou des approches un peu plus culturelles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui provoque du commun, la communication, et ce qui nous permet d'informer. Informer, c'est mettre en forme. Donc, qu'est-ce qui, en termes médiatiques, va provoquer chez les individus cette puissance d'agir, va nous, pour prendre un terme en français, en capacité, c'est-à-dire donner de l'empowerment, si on prend le terme anglo-saxon. Qu'est-ce qui va nous pousser à agir? Qu'est-ce qui va nous donner cette puissance? Et si on transpose ça aux médias numériques, on a parlé d'un web affectif. Alors bien que le terme web d'ailleurs, mais c'était, on a aussi un éditeur derrière nous, c'était aussi pour souligner, pour faire quelque chose qui marque un peu, parce qu'on est au-delà du web aujourd'hui. Hein. Vous savez, Internet, le web, c'est juste les sites, etc., web qu'on utilise. Aujourd'hui, on a tous des smartphones, on a maintenant de la réalité virtuelle, on a de la réalité augmentée, on a des objets connectés. Maintenant, nos frigos nous parlent si on a les moyens d'avoir ces frigos-là. Nos montres nous disent attention, aujourd'hui, tu n'as pas assez marché, tu n'as pas assez dépensé de calories. Bref, on est dans un environnement numérique particulier qui va effectivement jouer sur notre puissance d'agir au quotidien. Et je pense qu'ici, on va pas faire un sondage, mais comme à l'époque, quand vous peut-être toujours vous allumez la télé et la radio le matin, quand vous vous connectez via vos smartphones ou via vos ordinateurs à Internet et que vous allez lire l'actualité, et quand j'entends l'actualité, ça peut être celle de vos proches via Facebook ou toute autre plateforme centrée sur la famille ou les amis, ça peut être de l'actualité en général via Twitter, LinkedIn ou même des sites d'actualité, etc. Ça joue sur votre capacité à agir, ça régule ce que vous allez faire d'une part de votre journée et pourquoi pas comment vous allez interagir avec les autres. Et donc nous, tous ces dispositifs numériques, qu'on résume donc dans l'idée d'un web affectif, c'est l'idée que ça va impulser, alors on ne parle pas de pulsion parce que c'est une approche très psychanalytique dans laquelle on ne s'inscrit pas, mais qui va impulser, qui va provoquer en quelque sorte des pulsions, des pulsations, qui va impulser la circulation de ce qui peut affecter. C'est-à-dire que tout l'intérêt, et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer au fur et à mesure, tout l'intérêt des dispositifs que l'on a, voilà un bon exemple d'affection, oui, hop,
puissance d'agir, il n'y a pas de souci. Tout ce qui va provoquer toutes ces impulsions vont permettre de mettre en circulation ce qui va nous affecter. Et aujourd'hui, on peut être affecté par beaucoup de choses. On va peut-être pas que prendre des exemples d'actualité, mais quand vous voyez passer une vidéo d'un chat qui danse ou qui fait du piano, ça va vous affecter. Et ça, les dispositifs qu'on utilise au quotidien sont faits, pas que pour les chats, mais sont faits en tout cas pour vous permettre d'accéder ou de partager à ce genre de contenu qui va provoquer quelque chose chez vous. Et du coup, on est dans cette sorte de balance, qui est, on a des dispositifs qui développent des fonctionnalités qui visent à nous affecter ou à nous permettre d'affecter les autres, et à l'inverse, et ça c'est Julien qui en parlera un peu plus, des fonctionnalités, enfin des dispositifs qui permettent de traduire ces affections en émotions. Et donc si on se concentre que sur ce qui nous permet d'impulser la circulation de ce qui peut nous affecter, nous on s'est intéressé pour l'ouvrage à Facebook et Twitter, parce que c'est deux plateformes, je pense, qui parlent à peu près à tout le monde. Facebook, parce que c'est le média numérique le plus utilisé au monde. Twitter, parce que c'est le média numérique le plus utilisé par les acteurs médiatiques et politiques. C'est quand même la particularité de Twitter. Même si vous n'avez pas de compte, une grande majorité des journalistes en ont. Quasiment tous les hommes et femmes politiques, maintenant, en ont, en tout cas en Occident. Et donc, on a essayé de regarder de manière généalogique, alors là vous le voyez peut-être très mal, mais on est parti depuis la création de Twitter et la création de Facebook, et on a essayé de chercher quelles sont ces fonctionnalités qui d'un côté nous permettent d'agir sur le social, c'est-à-dire d'agir sur les autres, et qui aussi permettent de faire circuler ce qui pourrait nous affecter. Par exemple, on s'est aperçu, si on prend Twitter, que le premier brevet déposé par Twitter était un brevet visant à analyser les opinions et les sentiments. C'est-à-dire que Twitter était lancé à peine depuis 1 an, que leurs créateurs se disaient déjà, tiens, on pourrait se servir de ça on se servir de notre outil pour analyser les sentiments et les opinions des individus. Ensuite, on a, pour passer un peu vite, on a, vous voyez, le like de Facebook, qui là aussi, et Julien reviendra après sur la partie design, mais qui a été une vraie réflexion pour montrer qu'on aime quelque chose. Est-ce qu'on met un cœur? Est-ce qu'on met un pouce? Enfin, pourquoi on met un pouce? En tout cas, il faut pouvoir marquer le fait qu'on a été affecté par quelque chose. Et quand vous likez sur Facebook, qu'est-ce que vous faites? En fait, vous recommandez à vos contacts. Quand vous likez quelque chose sur Facebook, ensuite, c'est partagé à vos contacts. Donc, à partir de là, c'est à la fois un marqueur émotionnel et aussi un moyen d'impulser cette circulation. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, toutes les nouvelles fonctionnalités de Facebook et Twitter déjà se copient les unes les autres. C'est des formes de convention, c'est-à-dire que quand l'un va sortir une fonctionnalité, l'autre va la copier et inversement. Vous avez par exemple Twitter qui a lancé les hashtags. Maintenant, tout le monde voit ce que c'est, je pense, à peu près un hashtag, le dièse, le mot dièse, pour parler un peu plus francophone. Le hashtag sert concrètement à Twitter à vous permettre d'une part de marquer particulièrement de signaler ce qui vous intéresse, ce que vous pensez d'un contenu. Et surtout, ça permet ensuite de faire collection de l'ensemble des personnes qui ont utilisé ce même hashtag, c'est-à-dire de faire circuler au sein d'une collection de messages certains affects spécifiques. On a 2 collègues, Maxime Servul et Fred Paillet en France, qui ont travaillé là-dessus quand nous, on a eu, je crois que vous n'avez pas eu ça en Belgique, nous, on a eu ce qu'on appelle la manif pour tous. C'est-à-dire qu'on a eu des millions de gens qui ont dit « mais c'est inacceptable que des hommes et des femmes se marient entre eux », enfin entre hommes et entre femmes. Et eux ont travaillé là-dessus, ont beaucoup travaillé sur cette question d'affect et de hashtag. Ils ont publié d'ailleurs sur des publications en libre accès, vous pourrez retrouver sur Internet, scientifiques. Ils ont beaucoup travaillé sur l'utilisation justement de ces hashtags durant ces manifestations. Et pour faire un peu court, en dénaturant un peu leurs propos, mais ce qu'ils montrent en fait, c'est que l'utilisation des hashtags permet de faire circuler des affects au sein d'une même discussion. Et quand vous preniez le hashtag Manif pour tous, vous aviez bien évidemment des personnes qui envoyaient des tweets pour dire oh non, les homosexuels, c'est pas bien, tout ça. Et vous en avez d'autres qui disaient oh non, les homophobes, c'est pas bien, etc. Et donc Twitter a construit le hashtag, permet via le hashtag de s'affecter les uns les autres sur un sujet commun. Et donc la plupart des fonctionnalités vont évoluer vers cette capacité à nous affecter, si on prend bien sûr ce cadre de lecture des affects, à identifier des émotions, ce que permettent beaucoup de fonctionnalités. Twitter est passé au cœur, Facebook a donc sorti les Facebook Reactions qu'on peut tous voir maintenant, et tout ça est toujours associé à des moyens de mesure, d'évaluation, qui sont aussi des moyens de ciblage publicitaire. C'est-à-dire que ces plateformes vont à la fois donner du pouvoir à leurs utilisateurs.
c'est toute la particularité. Et aujourd'hui, on le voit avec les gilets jaunes et les groupes Facebook. Donc, ils vont donner du pouvoir aux utilisateurs, mais en parallèle, ils vont aussi donner du pouvoir aux annonceurs, aux publicitaires, en leur disant, voilà, on va vous permettre de mieux cibler parce que les personnes, les usagers vont de plus en plus se dévoiler et vont de plus en plus surtout agir les uns sur les autres. Donc, si vous arrivez à en cibler plusieurs, ils vont se mettre au travail en essayant d'affecter les autres. Et c'est cet effet de réseau, ce qu'on appelle en sociologie des graphes en fait, c'est cet effet de graphe qui est très très présent chez Facebook, de relations entre les individus, qui va réellement donner la force à la fois affective, sociale, mais aussi bien évidemment économique de ces plateformes. Et Facebook est peut-être le meilleur exemple de l'utilisation de cette force des graphes, de cette force des relations pour s'affecter les uns les autres via des fonctionnalités qui permettent d'affecter tout en permettant d'évaluer des émotions. Alors, ouais, avant de rentrer dans ces logiques de graphes, effectivement, peut-être un petit focus sur une fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on parle depuis le début de fonctionnalité affective. Et Facebook Reactions, donc les émoticônes proposés par Facebook en février 2016, sont une illustration de ces fonctionnalités affectives. Et il faut comprendre comment se développent ces fonctionnalités dans des organisations comme Facebook, par exemple. Donc, pareil, vous trouverez également sur donc serveur HAL pour des archives ouvertes sur lesquelles on a publié un article à ce propos, ce qu'on a appelé un rétro-design de Facebook, c'est-à-dire qu'on a cherché à comprendre comment, à l'intérieur de l'organisation Facebook, tous les acteurs s'étaient mobilisés pour façonner cette fonctionnalité des Facebook Reactions. Et on a vu dans cette négociation entre différents acteurs, effectivement, naître petit à petit des compréhensions de ce qu'est une émotion. Donc on va se stabiliser sur une définition, par exemple. Et puis ensuite, on va rentrer sur des considérations pratiques, informatiques, comment faire pour délivrer cette fonctionnalité à presque 2 milliards d'utilisateurs, ou en tout cas à des utilisateurs qui vont l'utiliser plusieurs millions de fois par jour. Donc derrière les Facebook Reactions, on va retrouver effectivement, alors celui que j'indiquais tout à l'heure, Paul Ekman, alors pas directement, mais l'un de ses étudiants a été engagé en tant que consultant par Facebook pour avoir une lecture émotionnelle et pour expliquer effectivement comment fonctionnaient les émotions, et donc a transmis ce paradigme d'une lecture un peu universelle des émotions en disant bah voilà, il y a un certain nombre réduit d'émotions qui fonctionnent à travers la planète, qu'on soit japonais, péruvien, qatari ou finlandais par exemple. On va comprendre ces émotions-là de la même manière. Donc les signes graphiques que vous allez développer devront avoir cette capacité à être universels. Alors plusieurs tests ont été élaborés sur des panels très petits au début, et puis ensuite on a ouvert de plus en plus à l'intérieur des États-Unis, puis ensuite dans certains pays, on a testé des choses, on a testé des mises en forme, on a testé des couleurs, on a testé la courbe des sourcils et des sourires, etc., etc. Et puis on est arrivé effectivement à cette définition qui est apparue en février 2016. Donc là, c'est sur la partie psychologique et graphique. Et puis, en même temps que ça, on a vu qu'un brevet avait été déposé plusieurs années auparavant, qui était la capacité à associer des signes émotionnels graphiques par rapport à des contenus. Et le calendrier de dépôt et de validation des brevets fait que le brevet avait été déposé auprès de l'administration américaine 1 an et demi, 2 ans auparavant, et l'administration américaine a transmis à Facebook le fait que ce brevet serait validé et donc publié et efficient à partir du 1er janvier 2016. Donc Facebook, sachant ça, a mis en place des équipes. Ils sont allés recruter des gens qui auraient la capacité à traduire en signes graphiques ce que le brevet permettrait de faire. Donc ils ont racheté une agence avec des designers, ils ont embauché sur l'année 2016-2017 une quantité assez phénoménale de designers graphiques et de designers d'interaction, c'est-à-dire capables de modéliser les petites animations, de tester combien de temps il faut laisser le doigt appuyé sur le bouton pour que le petit pop-up s'ouvre sur le téléphone, comment optimiser complètement ces images pour qu'elles puissent s'installer très rapidement sur les téléphones mobiles de milliards d'utilisateurs, et comment faire en sorte que quand
quand on va choisir le GRE, le WAHU, par exemple, ou le SAD, cette information va être enregistrée dans nos bases de données. Donc on voit qu'il y a une dimension informatique, il y a une dimension psychologique, il y a une dimension graphique qui demande à chaque fois des professionnels particuliers et qui vont devoir discuter et négocier ensemble pour l'élaboration de cette fonctionnalité. Et puis le dernier corps professionnel qui intervient dans cette négociation, c'est le marketing. Et là, on a une particularité chez Facebook, c'est que effectivement, avant même la sortie officielle, on va dire, de Facebook Reactions, donc en février 2016, on avait dès l'automne déjà sur un site particulier de Facebook dédié aux marketeurs, c'est-à-dire aux annonceurs et aux partenaires, à ceux qui vont travailler dans les régies publicitaires en partenariat avec Facebook, des communications à destination de ces professionnels, marketeurs, publicitaires, traffic managers, etc., etc., en leur disant, voilà, on va sortir une fonctionnalité qui s'appelle Facebook Reactions, avec lesquels les individus pourront signaler la réaction émotionnelle qu'ils ont par rapport à un post, que ce soit le post d'un ami ou le post d'une marque, une publicité, dit autrement, et vous aurez comme ça une granularité plus fine sur l'interprétation que vos communautés peuvent avoir des contenus que vous publiez. Mais et alors, on s'interroge toujours pourquoi Facebook n'est pas allé jusqu'à cette logique-là. On a quelques éléments de réponse. Facebook, pour l'instant, va enregistrer le fait que vous ayez cliqué sur un bouton SAD ou GRE ou WAHU, etc., etc., mais ne fait strictement rien de cette information. Elle est stockée, elle est enregistrée, on connaît la réaction émotionnelle. Elle va s'afficher après, puisque vous aurez des décomptes en disant, voilà, il y a 127 réactions. Parmi ces réactions, il y a des GRE, des WAHU, etc., etc. Mais le publicitaire, par contre, ne peut pas s'en servir. C'est-à-dire que l'un des atouts particuliers de Facebook, c'est son moteur de filtre mis à disposition des annonceurs, grâce auquel on peut faire une publicité extrêmement bien ciblée. J'indique le budget, la temporalité qui m'intéresse, et puis surtout, je vais donner toute une série d'indicateurs sociodémographiques, par exemple, mais aussi des indicateurs en termes de contenu, en disant, voilà, je vais chercher des gens qui aiment la pâte à tartiner, qui ont dit qu'ils adoraient passer du temps pendant le petit déjeuner, et qui ont déjà liké notre page Nutella, par exemple. Donc j'ai ici une communauté, une grappe clairement identifiée. Si moi je suis concurrent de Nutella, par exemple, et si je veux m'adresser à des gens qui ont exprimé un GRE par rapport à Nutella ou par rapport à un GRE plus huile de palme, par exemple, je suis dans l'incapacité de sélectionner ces individus-là. Donc pour l'instant, Facebook a dans sa base de données une quantité assez phénoménale d'informations sur les réactions émotionnelles de ses utilisateurs par rapport à des contenus, mais ils n'en font strictement rien d'un point de vue publicitaire. Alors, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'il n'exploite pas ce potentiel-là. On sait aussi, par les déclarations de Mark Zuckerberg, que Zuckerberg, et là aussi il y a une dimension culturelle très forte qui est présente chez cet individu et dans la communauté des professionnels qui agissent autour de lui. En termes de culture, en termes de politesse, on est sur ce qu'on appelle un respect de la face, on est sur une forme d'expression uniquement de sentiments et d'émotions positives, et on ne va jamais chercher à froisser la personne qui est en face de nous. On veut toujours rester dans des interactions positives et Zuckerberg a toujours dit non à l'émergence, à la conception d'un bouton I dislike quelque chose. Je ne veux pas que sur mon site, les gens puissent dire qu'ils n'aiment pas. Mais il a compris, et il l'a exprimé aussi dans les discours qui ont précédé la sortie de Facebook Reactions, il a compris que l'unicité, le caractère univoque du bouton like était insuffisant pour les individus et qu'il fallait leur proposer des fonctionnalités supplémentaires pour exprimer des réactions émotionnelles. Mais le GRE est niché au milieu des restes. Il y a d'abord le love, il y a le waouh, etc., etc. Il y a la tristesse et la colère qui apparaissent. Mais si on laisse cette possibilité de parole, pour l'instant, en tout cas, on n'en fait rien et on ne permet pas aux annonceurs, en tout cas, d'en tirer un bénéfice économique particulier.
Oui, il faut qu'on accélère. On n'a fait pas beaucoup de Oui. slides pour l'instant. Fallait pas nous dire 1h30 parce que sinon on va partir pour 4. Donc du coup, cette question des affects numériques, c'est une question technique. Et ce qui est intéressant, c'est que si on continue un peu à comparer l'évolution du web, à une époque, vous aviez un acteur qui est toujours central, hein, on l'oublie pas, hein, qui s'appelle Google. Et si vous voulez, Google, tout le fonctionnement du moteur de recherche de Google est parti sur l'idée de la réputation de l'auteur, la réputation de la source, hein, ce que Google appelle le PageRank, son algorithme qui lui permet de classer les résultats du moteur de recherche. Bien évidemment, c'est un algorithme qui est en constante évolution. Mais on va dire, dans l'idée originelle et générale, l'idée est de dire on va identifier les sources qui ont la meilleure réputation, hein, ce qu'on entend une source, un site web, sur tel et tel sujet. Et à partir de cette source qui a la meilleure réputation, si vous voulez, on va voir qui vote pour cette source, qui dit cette source-là via des liens hypertextes et la source qui a la meilleure réputation sur tel sujet. On va la mettre comme centrale et c'est elle qui va nous permettre ensuite d'identifier d'autres sources qui nous paraissent pertinentes, ayant une bonne réputation pour les usagers et qu'on va proposer pour tel ou tel mot-clé rentré sur le moteur. Et ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, on est passé de cette idée de réputation de la source, d'autorité de la source, Google lui parle d'autorité et de réputation, vers la question non pas de quelle est la réputation de l'auteur, mais quels sont les effets produits sur les individus. Et ça, si vous voulez, c'est ce passage en quelque sorte du lien au graphe, ce que je vous disais, le graphe, hein, c'est-à-dire le modèle Facebook, où ce qui va intéresser, c'est le lien entre les individus et pas non plus qui est l'individu qui a la plus grande réputation, mais plutôt quel est l'individu qui a le plus de liens. Et Facebook, en fait, si vous voulez, ce qui intéresse Facebook, ce n'est pas la manière dont une source va avoir une réputation et va agréger d'autres sources autour d'elle, mais comment un individu, une source aussi, hein, pour Facebook, on est des documents, va, si vous voulez, provoquer des effets chez les autres. Et c'est ça qui a fondamentalement changé et qui, aujourd'hui, encore, provoque des interrogations à la fois chez les professionnels de la communication, parce que c'est quelque chose qu'on observe en particulier, à la fois dans les médias, à la fois chez les hommes politiques. Vous avez peut-être été déjà tous confrontés à des vidéos faites par des inconnus, vraiment inconnus, qui ont été vus des millions de fois, des tweets faits par des personnes qui étaient suivies par 50 abonnés, qui ont été retweetés des milliers de fois, ou des dizaines de milliers de fois parfois. C'est vraiment ce qu'on est, nous en France, on est immergés là-dedans, mais voilà, le mouvement actuel a été lancé par une vidéo d'une inconnue qui a été vue des millions de fois, partagée, etc. Donc peu à peu, on passe de la notion de réputation de la source à l'effet qu'elle va provoquer. Et une plateforme comme Facebook a toujours essayé d'amplifier ces effets pour favoriser la circulation sur sa plateforme. Et aujourd'hui, on s'est même aperçu de quelque chose qui va plus loin, puisque des effets, on passe aux affects. Vous l'avez entendu sûrement, hein, depuis que Facebook a été accusé de permettre de la propagande sur sa plateforme via ses outils publicitaires, notamment pendant les élections américaines, Facebook a dit « Ok, aujourd'hui, notre outil Facebook, notre outil publicitaire permettait de provoquer trop d'effets sur les individus et des effets incontrôlables. Donc on va resserrer les liens. Aujourd'hui, vous allez voir plus de publications faites par vos amis, vos contacts, vos proches, que par des individus que vous ne connaissez pas ou par des sources que vous ne suivez pas ou des pages Facebook sur lesquelles vous avez cliqué j'aime et puis que vous n'avez jamais revues depuis 6 mois. Et là, en fait, on est passé encore une fois même à un stade plus loin de l'effet aux affects. Et ce qui nous affecte va plus facilement nous permettre d'agir. Et encore une fois, les groupes Facebook qu'on est en train de montrer du doigt pour les manifestations et ce qu'on voit actuellement montrent bien qu'en resserrant encore les liens, on va aller plus loin que les faits et on va passer à l'affect, c'est-à-dire qu'on va réussir à provoquer chez les individus de réelles réactions, on va leur donner une puissance d'agir en allant encore au-delà. Ces individus-là, aujourd'hui, tous ceux qui manifestent, dans leur discours, on entend bien qu'ils sont contre toute forme d'autorité qui leur serait imposée, d'autorité médiatique, d'autorité parfois politique, que ce qui les intéresse, c'est donc plus la réputation, les médias n'ont plus réellement d'effet sur eux. Aujourd'hui, ce qui les met en mouvement, c'est ce qui les affecte, c'est-à-dire ce qui est partagé par leurs proches. Et ça, d'un point de vue, ce qui nous intéresse plus, enfin en tout cas sur lequel on travaille plus que la politique, c'est les questions purement organisationnelles, communicationnelles, voire commerciales, marketing, etc. Ça, c'est quelque chose que les organisations ont eu un peu de mal à intégrer au début, mais qu'elles intègrent aujourd'hui totalement, puisque à une époque, on passait donc par le site web de l'organisation, c'était ce qu'on appelait la réputation. Ensuite, on est passé par ce qu'on appelle les leaders d'opinion, ou peut-être parfois les influenceurs. Ça, c'était le côté effet. Quels sont les individus, les youtubeurs qui ont 1 million d'abonnés
données qui vont pouvoir provoquer des effets sur les individus. Et là, peu à peu, dans les discours des organisations, ils parlent de nano ou de micro-influenceurs. C'est-à-dire qu'on va chercher les personnes un peu lambda, mais qui vont pouvoir facilement affecter, ou plutôt très fortement affecter, des plus petits groupes de personnes, mais de manière plus efficace que les youtubeurs, par exemple, les instagrammeurs, ou encore plus que le site web de l'organisation ou le site web médiatique. Et donc, cette idée de toujours aller du lien au graphe et du graphe à l'affect va poser la question d'un point de vue sociétal, pour revenir, hein, on passe du technique au sociétal, c'est tout l'intérêt de regarder les plateformes. Est-ce qu'au final, celui qui est affecté, qui est mis en mouvement, ne serait pas en quelque sorte mis au travail, comme le montre ce superbe gif animé par Julien, où on va nous rentrer même dans des approches, vous allez le voir, très marxistes, où on parle même de prolétaires, pour parler de cette mise au travail de celui ou celle qui est affecté, c'est-à-dire nous, et on pourra en discuter peut-être après dans les questions-réponses, encore plus sur des publics spécifiques, à savoir des publics précaires. Donc voilà, là, vous avez effectivement, dans ce qu'on vous a présenté depuis le début, cette élaboration des stratégies affectives mises en place par les plateformes. C'est-à-dire que ces stratégies affectives, elles vont passer par la mobilisation de ressources très différentes au niveau organisationnel. On va recruter, on va déposer des brevets, on verra après tout l'aspect financement également. On va donc développer des fonctionnalités et on va réagencer les modes de calcul et les algorithmes pour effectivement permettre aux individus de mettre en circulation plus facilement les émotions qu'ils peuvent ressentir par rapport à des publications. Et donc, ce qu'on appelle, nous, stratégie affective, c'est les stratégies qui sont mises en place par ces organisations qu'on appelle les plateformes pour effectivement mettre en circulation le plus possible les affects. Et on est véritablement sur des logiques d'industrialisation ici. On est sur des chiffres qui sont quand même assez faramineux sur le nombre d'utilisateurs, mensuels ou quotidiens, sur le nombre d'interactions ou sur le nombre d'engagements, pour reprendre le terme de Facebook, qui peuvent se passer à la minute sur Facebook. On est sur des publications et sur des interactions avec ces publications qui sont de l'ordre de plusieurs millions à la seconde. Et tout est mis en place dans ces plateformes pour que, effectivement, via les machines, via les tuyaux, via les algorithmes, via les personnes qu'on va mettre en place, les travailleurs à l'intérieur de l'organisation, via les discours qu'on va tenir, faire en sorte que, effectivement, les individus soient eux-mêmes les collaborateurs ou les contributeurs ou les travailleurs de ces plateformes, et que dans chacun de ces clics, ça puisse contribuer, effectivement, à cette circulation, ou dit autrement en termes économiques, à cette valorisation des contenus et à cette valorisation des interactions. Et c'est pour chercher justement à produire cette valorisation économique des interactions que Facebook aussi n'utilise pas la dimension négative des émotions. Tout ce qui les intéresse, finalement, ce ne sont pas des émotions, peu importe que vous ayez cliqué sur un greu, sur un waouh ou sur autre chose. À partir du moment où vous avez cliqué sur quelque chose, vous avez réagi, vous avez contribué autour d'engagement, autour de la publication, autour de la marque ou autour du groupe, etc. etc. Et c'est suffisant pour nous pour valoriser après, auprès de nos partenaires économiques, que notre action, notre stratégie a un effet. Donc, peu importe effectivement les émotions, et c'est pour ça que nous, on a décidé d'éliminer en quelque sorte le terme émotion dans notre objet, et tout ce qui va intéresser ces plateformes, c'est bien effectivement la question des affects. Donc du coup, on va se retrouver effectivement avec des individus qui ne peuvent exister dans ces plateformes-là que par leur capacité à montrer qu'ils sont affectés, qu'ils peuvent être affectés par quelque chose. Oui, cette expérience a eu un effet sur moi, je vais le raconter, je vais cliquer, je vais liker, je vais mettre des photos, je vais faire des selfies, etc., etc. Peu importe finalement ce qui se passe autour de cette expérience-là, mais je vais en tout cas communiquer et mettre en circulation cette expérience. Et on voit bien justement que aussi le mot expérience est un mot qui circule de plus en plus. On va parler d'expérience client, on va parler d'expérience enrichie, on va avoir tout un discours et toute une professionnalisation autour du design de l'expérience client. On va parler de UX design par exemple. Et donc on va chercher à mettre en place de plus en plus à la fois
des éléments de circulation de ces expériences, venez vous immerger dans notre expérience, et en même temps sur des choses qui sont les plus individualisantes possibles. Là-dessus, on va demander effectivement aux individus d'agir de manière autonome et de raconter l'expérience que eux ont vécue, qui sera forcément différente de celle du voisin, mais au final, peu importe que vous soyez satisfait ou pas de l'expérience, ou que vous ayez une valence émotionnelle particulière à l'intérieur de cette expérience, le fait que vous y ayez participé à cette expérience-là et le fait que vous la partagiez par la suite suffit à faire tourner la machine des plateformes. Donc il faut une capacité, il faut montrer en tout cas qu'on est capable d'être affecté. Pour ça, il faut que je montre le plus possible les émotions qui sont les miennes, de manière à ce qu'après, on puisse me dire, bah voilà, vous avez aimé tel type d'expérience, vous aimez tel type d'artiste, vous aimez tel type de marque, vous avez tel type de comportement alimentaire ou vestimentaire, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir ensuite vous proposer une expérience qui sera encore plus intéressante. Donc, si vous voulez avoir une expérience intéressante, vous êtes obligé de partager vos expériences, vos émotions, etc., etc. Donc là, il y a une première dimension qui apparaît dans ce travail affectif, et une autre dimension qui est, vous ne pourrez être utile à la plateforme que si vous-même, vous faites le relais des expériences que vous produisez, et si vous-même, vous avez une capacité à affecter les autres. Donc plus vous aurez une capacité d'influence, et plus vous aurez une capacité à agir sur la puissance d'agir des autres, plus vous serez intéressant pour nous, et plus on va valoriser votre présence en devenant effectivement, dans des logiques de professionnalisation, des influenceurs ou des micro-influenceurs, ou dans des logiques, on va dire, d'espace public, pour faire au plus simple, des points centraux auprès desquels les gens vont venir s'agréger, et on va retrouver la figure du rond-point auquel effectivement tous ces gilets jaunes viennent s'agréger aujourd'hui autour de personnes comme Priscilla Ludowski par exemple, ou Flyrider, etc., etc. Donc des gens qui ont eu la capacité à affecter les autres. Donc ils vont agréger autour d'eux toute une somme d'individus qui vont aussi se positionner au-delà du web affectif dans d'autres points de circulation particuliers qui sont les ronds-points par exemple, ou les Champs-Élysées. C'est pour ça qu'on parle aussi de prolétaires affectifs, pas seulement parce qu'on croit au grand soir, qui apparemment se rapproche en plus, mais parce qu'en fait, on est des individus qui sommes dépossédés de nos outils, de nos outils de production de nos affects, puisqu'aujourd'hui, si on vous enlève les plateformes numériques utilisées, comment réussir à maintenir ce lien social et affectif qui a été développé non plus que via le numérique ou hors du numérique, mais aujourd'hui qui est entremêlé dans nos vies sociales, qui font qu'on a appris à interagir. Et combien d'entre nous se sont rappelés de l'anniversaire de quelqu'un parce qu'il y a Facebook qui leur a rappelé. Combien d'entre nous ont gagné du temps en envoyant un emoji plutôt que d'envoyer un long message pour répondre à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et donc le côté prolétaire est là, c'est-à-dire qu'on nous dépossède de plus en plus de nos moyens propres pour affecter les autres, voire pour certains de plus en plus pour gérer nos émotions. Et il est aussi dès maintenant, puisqu'on va parler plus tard, enfin débattre en accélérant un peu, d'éducation aux médias, de s'interroger justement sur la place des générations à venir qui seront passées par ces outils-là pour justement apprendre à gérer et à exprimer leurs affects pour ne pas qu'ils ne deviennent juste des ouvriers à la chaîne de production publicitaire de ces plateformes. Et si vous voulez, c'est une question sociétale qui se retrouve partout. Aujourd'hui, dans les émissions de télévision, vous voyez ces signes émotionnels circuler. Alors, vous voyez ici en Belgique francophone qui est Cyril Hanouna. Vous avez la chance de ne pas avoir Cyril Hanouna. Vous l'avez ou pas par chez vous, ça passe, ça ? On est désolé. Voilà, peut-être notre futur président, allez savoir. Et donc voilà, lui est quelqu'un en fait qui ne fait, si vous voulez, qui rentre un peu dans cette industrie du bonheur. C'est-à-dire que lui n'est qu'amour. Si vous l'écoutez parler, il n'est qu'amour. Il aime tout le monde sont ses chéris, ça je l'ai dit. Les images qu'il montre des personnes qui parlent de lui, comme vous voyez, d'un tweet à son sujet, c'est un tweet d'amour, etc., etc. Et donc vous avez, si vous voulez, cette idée qu'il va falloir utiliser ces signes émotionnels pour affecter, pour montrer son bonheur. Et on le retrouve partout. On le retrouve chez les marques. Là, c'est House of Fraser, qui est une chaîne britannique, qui a tenté une campagne en ne communiquant qu'avec des emojis. Alors, qui a duré 2 heures, la campagne, parce que tout le monde s'est tellement moqué d'eux en disant on comprend rien, qu'ils sont passés à autre chose, mais ils ont testé. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller, en Belgique aussi, je le sais, aux toilettes, à l'aéroport,
sans avoir ces espèces de buzzers pour dire ça. Vous avez une comique, Blanche Gardin, qui a très bien résumé ça, mais pour reprendre ses propos, parce que sans le côté comique, nous on en discutait déjà avant, ça paraît amusant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des travailleurs et des travailleuses qui sont évalués derrière ça. La femme de ménage, le personnel technique, le vendeur dans le magasin à qui on buzz pour dire « Ah ouais, mais quand même, là, il m'a pas souri. Et puis aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. » Parce que, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est des facteurs contextuels. Je vais lui mettre un smiley pas content. Ça peut jouer sur ses conditions de travail. Et si vous voulez, le fait de mettre en avant ces signes, et c'est pour ça que nous, on parle d'impulsion, nous déconnecte un peu des conséquences qu'il y a derrière. Quand je vous disais tout à l'heure au début, la réputation les affecte. La réputation, si on doit mettre un commentaire, mettre des étoiles, etc., on a une réflexion derrière. Alors si on n'est vraiment pas content, de toute manière, ça sera mauvais. Mais on a quand même une réflexion, on recherche l'argument. Là, j'appuie sur le bouton, j'ai appuyé sur le bouton. Et puis 10 secondes plus tard, et encore 10 secondes c'est énorme, une seconde plus tard, je suis passé à autre chose. Mais vous ne savez pas, on ne sait pas ce qui va en être fait derrière, comment ça va jouer sur la vie professionnelle à minima de certains individus. Et ça, les organisations l'ont bien compris, puisque nous, on l'a retrouvé dans les discours. Vous avez des chefs d'entreprise qui vous disent il faut réintroduire de l'émotion dans l'entreprise. Et puis de toute manière, les fameuses big data, leur avenir ne sera qu'émotionnel, puisqu'une fois qu'on aura mis de l'émotion dans l'entreprise, on pourra l'évaluer automatiquement grâce aux big data. Et puis de toute manière, vous savez, l'intelligence artificielle qui va nous remplacer un jour, mais pas tout de suite peut-être, d'ailleurs là avec des discours qui deviennent de plus en plus prégnants, ne pourra marcher que grâce aux émotions. Et donc l'émotion, telle qu'on vous l'a présentée, c'est-à-dire de manière qui est utilisée de manière très caricaturale, devient un objectif à atteindre, devient un moyen d'évaluation, devient tout simplement un environnement dans lequel on évolue et qui va amener les organisations à développer ce qu'on appelle des Chief Happiness Officers, c'est-à-dire en gros de passer d'une économie des émotions, d'une approche par les affects, à une industrie du bonheur qui demande d'être régulée dans l'organisation, avec des professionnels qui seront là peut-être, qui sont là déjà, on ne sait pas trop pourquoi, même eux aussi d'ailleurs, mais en tout cas dans l'objectif est de dire ok, aujourd'hui tu as été beaucoup buzzé en rouge, ne déprime pas, nous allons voir comment réguler un peu mieux, as-tu vu le baby-foot pour te détendre un peu, etc., etc. Et ça, bon, je suis un peu ironique dessus, mais en tout cas ça devient une profession, une profession de plus en plus institutionnalisée et qui vise, comme on le disait précédemment, comme disait Julien précédemment, à réguler toute cette affection qu'on nous demande de provoquer chez les autres et toutes ces émotions que l'on va donc potentiellement ressentir. Alors, on arrive là à un stade particulier où effectivement cette question des émotions est également traduite. Alors on le voit en métier, on l'a vu en technologie, sur le petit buzzer, là, ça s'appelle un smiley kiosque, donc il y a un brevet derrière déposé en plus par une entreprise française. Donc on voit qu'effectivement il y a une économie, et cette économie va aussi passer par la dimension des ressources humaines. Et c'est pour ça qu'on va avoir tout un socle de compétences qui va être redéfini, et dans lesquelles la dimension ou la présence émotionnelle va être de plus en plus forte. Donc là, on a par exemple une image qui va nous montrer les compétences dont doit faire preuve le Chief Happiness Officer. On va retrouver des signes graphiques, il y a un petit smiley par exemple, et grosso modo, l'essentiel est concentré sur la capacité empathique du Chief Happiness Officer. Cette empathie, on la retrouve dans d'autres métiers. On parlait du designer, par exemple. On vous montrera une slide tout à l'heure aussi sur les community managers qui ont aussi cette demande, cette injonction à être empathique avec leur public. Là, le Chief Happiness Officer doit être capable d'être empathique avec ses collaborateurs et d'apprendre l'empathie et de faire circuler l'empathie à l'intérieur de l'organisation afin qu'effectivement, il y ait une forme de régulation pour que derrière l'activité organisationnelle, c'est-à-dire le business, dit autrement, puisse se dérouler sans accroc et que la puissance d'agir de l'organisation soit le plus régulée à destination des objectifs définis au départ. Donc on va se retrouver effectivement avec des formes de discours particulières qui vont arriver. On voit ici
également des modélisations par le calcul qui vont apparaître, des discours en tout cas en disant il existe des formes d'intelligence bien particulières. Vous connaissiez déjà le quotient intellectuel auparavant. Maintenant, on va vous permettre d'établir et de calculer votre quotient émotionnel à partir duquel vous allez être évalué ou à partir duquel on va vous orienter dans des missions, dans des postes bien particuliers à l'intérieur de l'organisation. Donc, cette économie des émotions dépasse le cadre stricto sensu du numérique, à moins de considérer le numérique comme effectivement une mise en chiffres. Dans ce cas, effectivement, on a une mise en chiffres de l'émotion qui va passer par des définitions de compétences. Vous avez ici une représentation d'une définition stabilisée au sein de l'OCDE sur ce que devraient être les compétences du travailleur du XXIe siècle. Et on voit que en 2015, on avait une proposition d'intelligence émotionnelle à la 10e place. Et quand ils ont refondé le socle de compétences pour 2020, en 2020, les gens qui sortent de formation devraient avoir en 6e position l'intelligence émotionnelle. On estime que c'est de plus en plus important. Et ça, cette économie, il faut l'entendre au sens large du terme, c'est-à-dire que si je veux que effectivement des travailleurs soient capables de faire preuve d'empathie ou d'intelligence émotionnelle ou aient une capacité à pouvoir gérer leur puissance d'agir et à agir sur la puissance de leurs collaborateurs, il faut également que cette compétence émotionnelle se retrouve à l'intérieur de la formation. Et c'est là peut-être qu'on va aussi reboucler sur l'éducation aux médias, c'est-à-dire dans ce qu'on va proposer comme éducation à l'émotion présente dans les médias, est-ce qu'on ne va pas aussi transformer ça en compétences socio-professionnelles qui pourraient être mises au profit de postes comme des Chief Happiness Officers, etc., etc. Et donc, si vous voulez, si on a montré depuis tout à l'heure, les affects numériques sont une question technique, c'est une question sociétale. On peut se dire aussi que c'est une question sociétale, car effectivement, c'est aussi une question économique. Et nous, depuis un an, enfin là, on était dans les analyses finales en venant, on a travaillé sur un public spécifique qui s'appelle donc les community managers, les gestionnaires de communautés. Tout le monde voit ce que c'est, ces personnes qui gèrent les pages Facebook, Twitter, enfin les communicants en numérique en fait, pour les entreprises, enfin les organisations d'ailleurs au sens large. Et pourquoi on a choisi cette clé d'entrée? Parce qu'on s'est dit, nous on a étudié les plateformes, on a étudié les discours, on a étudié les techniques, on a étudié les aspects aussi financiers, donc on y reviendra un peu après, mais on nous demande toujours, mais pourquoi vous n'étudiez pas les usagers, les publics? Nous on a un problème, c'est quelle clé d'entrée? On va étudier quoi? Les femmes, les hommes, on va étudier, j'en sais rien, moi certains publics spécifiques, les LGBT, les gilets jaunes, peu importe. On s'est dit, on va trouver des personnes qui sont à l'interface. Les community managers sont des usagers comme les autres de ces plateformes, mais ce sont aussi des professionnels. C'est-à-dire que ce sont des travailleurs. Ils travaillent avec les plateformes, ils travaillent avec les publics, ils travaillent pour l'organisation. Et dans cette interface, on peut essayer de comprendre via ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on entend par du travail affectif ou du travail émotionnel. C'est-à-dire le travail pour affecter les autres, travail affectif, et le travail émotionnel, le travail pour gérer l'affection que l'on provoque ou que l'on doit provoquer. Et donc, quand on s'est intéressé aux community managers, on s'est aperçu que toutes et tous savaient très bien utiliser les nouvelles fonctionnalités pour provoquer des affects chez les autres. Donc là, vous avez Oasis, marque de boisson, voilà. Oasis, qui donc via l'incarnation de petits fruits, c'est leur publicité, ils font des publicités avec des fruits, utilisent Facebook de manière très affective. Ici, vous avez donc, si vous êtes plus pour le morceau Despacito, qui doit être Despacito, je crois, comme morceau, c'est vrai que je m'aperçois que je vieillis, je suis déconnecté de ça, moi. Et l'autre, I'm in love with the Page of You. Alors, je ne sais pas quel morceau... Justin Bieber. C'est qu'il a des ados à la maison. Vous voyez, moi pas encore, donc c'est pour ça. Donc en gros, là, tout simplement, vous avez... L'idée est simple. Si vous êtes plus Despacito, vous mettez un like. Si vous êtes plus Justin Bieber, vous mettez un love sur Facebook. Comme vous voyez, ça cartonne. Je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit petit, mais 28 000 réactions pour un post parmi d'autres, sur une page qui est très fréquentée, mais 1603 commentaires, 519 partages, etc. Donc beaucoup de réactions pour quelque chose qui n'apporte rien de plus. Enfin, je veux dire, vous avez liké, vous avez mis un love, ça vous changera pas plus votre journée. Donc là, c'est ce d'Oasis. En tout cas,
ni celle d'Oasis. En tout cas, ça leur permettra de récolter des données pour du ciblage publicitaire. Ça, bien évidemment, c'est évident. Et encore, on n'est même pas sûr qu'ils l'exploitent réellement. En tout cas, ça crée de l'animation. C'est le but des animateurs de communauté, des animateurs de public numérique, c'est de créer de l'animation. Et là, c'est du pur travail affectif. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous faire réagir, de provoquer chez vous une puissance d'agir, alors qui là est très limitée. Le but, c'est que vous mettiez un bouton. Alors, bien évidemment, le but derrière, c'est de vous faire aimer la marque et d'acheter plutôt de l'Oasis qu'un autre produit quand vous irez en magasin. Mais ça, c'est encore très lointain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les effets. Et donc, ces personnes-là, dont le job est d'utiliser ces Facebook Reactions, d'ailleurs, on fait une rapide parenthèse, on a fait une étude là, récente sur la question, les Facebook Reactions ne sont utilisés en moyenne qu'à 12% par les utilisateurs de ces pages, par les publics, comparé aux likes. C'est-à-dire qu'au final, très peu de gens utilisent ces Facebook Reactions. Ceux qui les utilisent le plus, c'est les community managers. Donc c'est assez paradoxal à se demander si Facebook a créé vraiment ces boutons pour les usagers ou a été créé pour les marques, pour qu'elles arrivent à varier un peu leur ciblage, leur technique ou autre. Et donc, si vous voulez, ces community managers qui provoquent des affects, puisqu'on est dans une communication affective, c'est super chouette quand c'est pour rigoler de Justin Bieber avec des ananas, mais ça peut aussi amener à des dérapages, comme par exemple cette personne... Cette personne qui dit, bon, je vous laisse lire, vous arrivez à lire, contre SFR, là, je crois que vous l'avez aussi chez vous, SFR, allez bien niquer vos grosses daronnes qui en ont plein la bouche, bande de FDP, qui insulte donc directement un community manager qui va répondre en dessous, toujours avec le sourire. Bonjour, et en français ça donne quoi? On reste à votre disposition si besoin, avec un clin d'œil. Et ça, c'est ce qu'on appelle du travail émotionnel, dans un sens, c'est-à-dire que à jouer sur les affects, à dire aux individus, ce qui nous intéresse, c'est votre expression émotionnelle, vous en avez qui se lâchent émotionnellement, mais pas forcément dans ce qui est attendu. Et là, vous avez en face des personnes, des community managers, alors nous, on a fait une enquête qui, pour la plupart d'entre eux, ne se sentent pas touchés personnellement. Ils ont compris le community manager a compris que c'est pas sa maman qu'on insultait, c'est celle des SFR. Et du coup, qui va quand même faire l'effort, entre guillemets, il est payé pour ça, de répondre avec un petit smiley pour dire c'est bon, t'as compris, on va réduire un peu la tension et puis on peut discuter entre personnes normales. Et donc dans nos entretiens, on a des community managers qui nous disent oui, on se fait souvent attaquer par des emojis, des messages privés, des messages de mort, les avis sur Facebook, etc. Alors là, nous on avait un peu tiqué là pendant l'entretien puisque se faire attaquer par des emojis, ça va. Des messages de mort, nous on est enseignants, et c'est-à-dire qu'on est méchant avec au moins 600 personnes par an, et moi j'ai jamais reçu de message de mort, voilà. Donc on a dit quand même, ça peut aller très très loin parce que ces individus incarnent l'institution, et c'est jamais contre eux que c'est tourné. La plupart du temps, c'est pas au community manager qu'on en veut, c'est à l'institution. Donc là on ne citera pas laquelle, mais en tout cas c'est à l'institution, et ça peut bien évidemment aller très loin dans des formes de harcèlement parfois, dans les cas les plus extrêmes. Alors c'est des épiphénomènes, c'est pas ce qui arrive à tous les community managers, mais on a des personnes qui nous disent les mecs allaient jusqu'à chercher mon adresse, m'ont envoyé des menaces, ça a été jusqu'à appeler chez mes parents quand même pour leur dire que j'étais une erreur de la nature. Donc là c'était une femme qui était dans le community management du sport. Ça fait quand même deux critères qui peuvent aller très loin. Donc il ne faut pas oublier que derrière cette question sociétale, cette économie des affects et de l'émotion, il y a des individus, il y a des travailleurs, et que ces travailleurs, vous peut-être, nous dans un certain sens, que nous pousse en tout cas de plus en plus à faire l'université en parlant de compétences, de relations avec les étudiants, etc., mettent en jeu un travail affectif pour favoriser, fluidifier leurs relations avec les autres, et un travail émotionnel pour encaisser, si vous voulez, les effets de cette relation qui devient affective. Et tout ça participe d'un point de vue numérique à une réelle économie qu'on peut évaluer en fait. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ces stratégies affectives, c'est-à-dire qu'ils vont viser à affecter, à mettre en circulation, etc., et pas tellement à chercher quels sont les effets sur les individus, sur les marques ou sur les professionnels qui sont dans cette activité de médiation comme les community managers, ces stratégies fonctionnent. Et on voit bien effectivement les chiffres avancés par Facebook. Alors, ils commencent un petit peu à plafonner, on va dire, c'est-à-dire que les courbes de progression, les taux de progression commencent un petit peu à se tasser sur Facebook là, depuis quelques trimestres. Mais c'est vraiment minime. Le taux d'adoption également, on arrive à un plafond par rapport à ça. Mais en tout cas, pendant des années et des années, on connaît la courbe de progression de Facebook. Ça a fonctionné. Et
Après, c'est un cercle, alors vertueux ou vicieux, on appréciera d'un côté ou de l'autre, mais disons que le résultat économique produit par ces stratégies affectives est assez énorme. Grosso modo, il y a un an, j'ai enregistré les chiffres encore tout récemment, mais je ne les ai plus en tête. J'ai en tête par contre ceux du semestre 2017, dernier trimestre 2017. On était grosso modo à 1 milliard net par mois. Donc net, une fois qu'on a éliminé toutes les charges, etc., Facebook gagne 1 milliard véritablement tous les mois grâce aux clics, aux likes, etc., etc. Et sur ce milliard, il y en a grosso modo 33% qui repart directement en investissement. Et l'investissement, c'est de la recherche et développement, principalement, c'est-à-dire qu'on va soutenir la recherche, on va financer des thèses, on va financer des post-doctorants, on va recruter du personnel, on va déposer des brevets, on va faire des expérimentations, on va ouvrir des laboratoires, on va acheter des machines de test pour faire de l'intelligence artificielle, on va aller débaucher des concurrents pour les faire venir travailler chez nous. Donc sur le milliard, il y a 300 millions tous les mois qui sont consacrés à améliorer encore plus les stratégies affectives. Alors là, pour l'instant, sur les derniers recrutements de Facebook, on est surtout sur des gens qui sont chargés de gérer la modération parce qu'ils se sont rendus compte que, à force de brasser tout ça, il y avait des choses qui remontaient, qui étaient un petit peu problématiques, que ce soit les Russes, que ce soit Cambridge Analytica, que ce soit peut-être les Russes, évidemment, présomption d'innocence. Et donc, il y a un effort d'emploi de modérateurs à l'intérieur. Alors quand on appelle de modérateurs, c'est des gens qui sont chargés d'automatiser la modération à l'intérieur de Facebook. Donc là, on commence à voir le revers de la médaille peut-être de ces stratégies affectives, c'est-à-dire qu'effectivement, à force de jouer sur la puissance d'agir des individus, on voit les actions qu'ils sont en train de conduire et la manière dont certains individus ou certaines organisations se servent de ces leviers-là pour modifier la puissance d'agir des individus ou des collectifs. Alors dans ce cas, il faut effectivement qu'on apporte une pondération, une modération à ces actions-là. Et donc, bien évidemment, toute cette économie, comme on l'a montré tout à l'heure, ne s'arrête pas au travail du clic, lorsque vous cliquez. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez des applications qui reconnaissent les micro-expressions faciales, sur lesquelles nous, on a travaillé dans l'ouvrage, sur lesquelles qu'on est en train d'expérimenter dans le cadre, enfin, qu'on va expérimenter, pardon, en partie dans le cadre... dans le cadre d'un travail actuel de recherche. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des réels investissements autour de ces technologies, notamment celle de la reconnaissance des émotions par le visage, que ce soit dans la vidéo ou les photos. Donc nous, on a testé, là, vous voyez en bleu, les petits cercles bleus. Enfin, c'est pas très bleu, parce que j'ai pas envie de mon filtre rouge. Vous voyez à votre droite, certaines sociétés qui produisent ces technologies de reconnaissance des émotions qu'on a pu essayer. Et à votre gauche, les entreprises qui investissent à l'intérieur. Donc Apple, IBM, Microsoft, des fonds de la Silicon Valley, qui sont des gros fonds d'investissement qui investissent à peu près partout dans la Silicon Valley. WPP aussi, entre autres, qui est plus grosse agence de pub mondiale. Voilà, qui est la plus grosse agence de pub mondiale. Et donc, si vous voulez, on est dans ces fonds d'investissement qui permettent, ou ces gros investisseurs, qui permettent un vrai rayonnement, on va dire, de ces technologies de reconnaissance faciale qui, à la base, ne sont pas dédiées aux émotions, qui sont simplement dédiées à la reconnaissance biométrique, et avec cette couche émotionnelle qui permet de créer des petites applications ludiques, comme par exemple, alors ça c'est notre anecdote préférée, pour bien illustrer le côté ludique. C'est un théâtre espagnol à Barcelone, dans lequel vous allez ou vous alliez, on ne sait même pas s'ils le font encore. Vous payez, par exemple, 1 € l'entrée, c'est des spectacles comiques. Vous êtes filmé par une tablette devant vous, et plus vous rigolez, plus vous payez cher votre billet en sortant. Et moins vous rigolez, moins vous payez cher, vous voyez. Et ça se retrouve un peu partout. Vous avez l'université de Madrid qui vient de mettre en place ces systèmes-là pour regarder pendant les cours si les étudiants sont attentifs et si les cours ont l'air de leur plaire. Vous avez d'autres entreprises qui filment leurs salariés pour savoir s'ils sourient assez aux clients ou inversement si les clients sourient assez pour évaluer les salariés. Et si vous voulez, vous avez... ce qui est intéressant, et c'est pas pour faire peur, c'est que vous avez un glissement entre ce que l'émotion, l'analyse des émotions, à quoi elle peut servir d'un point de vue
j'allais dire purement marketing au sens, j'ai pas noble du terme, mais au sens, non, mais Cherchons-le quand même. non, mais je travaille dans un laboratoire de gestion, je ne critiquerai pas le marketing. Non, mais pour savoir, est-ce qu'en gros provoquer des actes de consommation, pour résumer ça à ça. Donc on est dans une question de consommation et le risque, c'est de glisser vers une question de gouvernance. Aujourd'hui, vous avez des salariés d'Amazon, je ne sais pas si vous avez entendu ça, hein, qui devient un des plus gros investisseurs dans la reconnaissance biométrique, puisque maintenant ils ont des magasins physiques de plus en plus dans le monde, qui viennent d'envoyer officiellement une lettre à Jeff Bezos pour dire on ne veut pas que la technologie de reconnaissance biométrique, qui se base notamment sur les analyses des émotions, serve à identifier des migrants à la frontière mexicaine pour les refouler des États-Unis. Parce que peu à peu, ces technologies ne deviennent plus juste des technologies qui agrémentent les stratégies marketing, communicationnel, etc. des organisations, elles deviennent potentiellement des outils de gouvernance. Et c'est ça qui nous emmène à cette question qui peut être une ouverture vers le débat, c'est de se dire jusqu'à quel point on veut être gouverné pas seulement par des technologies comme on vous l'a peut-être montré, enfin j'espère qu'on l'a fait ressortir, qui ne sont pas forcément fiables, qui sont remplis de biais idéologiques, technologiques, théoriques, etc. Mais jusqu'à quel point on peut se laisser gouverner tout simplement par des technologies dont les présupposés épistémologiques, ontologiques, les présupposés de base, on va dire, sont très axés vers, par exemple, le côté individuel, vers l'idée qu'il faudrait des singularités, qu'on est un vrai individu si on est singulier, pas si on crée du commun, mais si on est soi-même en capacité de reconnaître ses émotions, en capacité d'être affecté par les autres. Et ça, c'est une vraie question sur l'éducation aux médias, puisqu'aujourd'hui, la plupart de la sensibilisation qui est faite autour des questions numériques est une sensibilisation qui est, moi j'appelle ça libérale, voire néolibérale, même si elle est faite par des personnes qui ne le sont pas du tout, ce qui est assez paradoxal, qui consiste à parler des petits gestes. Vous savez, c'est comme pour sauver l'environnement. Il faut que vous ne tiriez pas la chasse chez vous. Il faut que vous éteigniez la lumière. Moi, j'aurais tendance à dire, oui, c'est intéressant, ça doit faire du bien à l'ego, mais est-ce qu'on va vraiment changer de société? Est-ce qu'on va vraiment se protéger, par exemple, des industries du numérique que par des petits gestes individuels de protection? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'attaquer directement au problème, c'est-à-dire à ces entreprises? Et ça marche aussi avec l'écologie. Le problème, c'est quoi? C'est l'industrie pétrochimique ou c'est vous qui tirez pas votre chasse aux toilettes? Et donc, du coup, là, on s'aperçoit que ce qui est intéressant, c'est que si on parle de la question émotionnelle, on reste dans un point de vue individuel. Comment je gère mes émotions? Comment je protège mes émotions? Si on parle des affects, on arrive dans une question collective. Comment on fait circuler des affects? Comment on enraye ou comment on propulse cette circulation des affects? Comment on empêche les plateformes de nous affecter? Comment collectivement on va s'affecter les uns les autres pour agir? Désolé encore de cette histoire de gilets jaunes, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très prenant chez nous. Mais on a quand même des individus qui pendant des années sont restés unicellulaires chez eux et ont joué sur les émotions. Et politiquement, qu'est-ce qui se passe quand on joue sur les émotions? On vote pour les extrêmes. Et malheureusement, on le voit un peu plus pour les extrêmes droites. Et là, ce sont des individus qui votaient pour certains pour les extrêmes, qui sont sortis de chez eux, qui se sont retrouvés collectivement, en ligne d'ailleurs ou physiquement, et qui ont s'en aperçu qu'en faisant circuler des affects, en partageant des affects communs, ils avaient une vraie puissance d'agir. Et c'est ça le point que moi j'aimerais souligner personnellement pour finir, et puis Julien aussi aura sûrement à rebondir là-dessus, mais c'est de dire, pensons une éducation aux médias qui va questionner le numérique d'un point de vue collectif. Comment on crée du collectif pour collecter ça et comment on sort, bien on en a besoin, c'est pas la question, mais comment on sort du regardez comment mettre un bloqueur de publicité, regardez comment vous-même être critique face à l'information. Non, comment on le fait collectivement. Et c'est pour ça que la notion d'affect, pour finir pour moi là-dessus, engage cet aspect critique et nous paraît importante à questionner parce qu'elle sort de cet individualisme, de cet aspect unicellulaire, de cette singularisation qu'on essaye de toujours nous pousser pour la consommation, pour la politique, pour l'écologie, etc., etc., et qui, en fait, tue peu à peu le commun, alors que, et ça c'est un point de vue totalement personnel et on peut en débattre et vous pouvez être totalement contre, bien on fait aussi, c'est d'ailleurs paradoxalement ce type de conférence devant des professionnels du marketing, de la communication, ils sont tous là, oui on est d'accord avec vous, ah oui on le fait mais on est d'accord quand même que c'est pas bien, mais c'est de dire, moi je pense que sans commun, on ne peut pas avoir de réelle incidence sur nos sociétés et que donc la question des médias doit aussi devenir une question d'action commune et pas juste seulement une question d'agir individuel face aux médias, qu'ils soient numériques ou pas.
Oui, effectivement, tu l'as bien dit, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. C'est-à-dire qu'on a bien vu, hein, on va reprendre, alors encore une fois, excusez-nous d'être lourd par rapport à ça, mais sur ce phénomène actuel des Gilets jaunes, on a bien vu ce chaînage entre on va vous demander de faire un petit geste pour la planète en payant plus cher individuellement votre litre de gasoil, par exemple. Donc, ça produit des émotions, ces émotions qui vont être exprimées après sur Facebook principalement. Et c'est le revers de la médaille de ces stratégies affectives, c'est-à-dire qu'effectivement, en insistant aussi, en donnant plus de pouvoir aussi aux gestionnaires des groupes là-dessus, qui ont eu cette capacité de devenir un attracteur de l'affectivité des uns et des autres, ou en tout cas des réactions émotionnelles des uns et des autres, ont eu cette capacité à affecter derrière et à sortir de la niche émotionnelle vers laquelle tendent ces technologies, ce big data, etc., qui ne fonctionnent que par des attributs, des données qu'on va enregistrer sur chaque individu. Ces agrégats vers lesquels tendent effectivement les big data ont, par les stratégies affectives, réussi finalement à produire quelque sorte une sorte de commun auquel on ne s'attendait pas du tout, ni nous, citoyens français, ni nous, chercheurs en sciences de l'information, de la communication, ni les plateformes, ni évidemment le gouvernement, ni même les gilets jaunes, et encore moins les journalistes, etc., etc. Et on voit ici que ces stratégies affectives, on peut être critique par rapport à elles, mais elles ont une capacité, en tout cas, à produire par leur puissance d'agir la possibilité d'émergence de communs qui peuvent être intéressants, en tout cas d'un point de vue citoyen et en deçà de ça, évidemment, d'un point de vue éducationnel et pédagogique, c'est-à-dire voilà, en travaillant sur la circulation des émotions, et plus exactement en circulant sur ce qui va nous affecter, c'est-à-dire dans une salle de classe, aussi bien les connaissances qu'on va recevoir que les interactions sociales qu'on va avoir dans la classe ou dans la cour, ou avec les enseignants, ou avec le personnel éducatif ou le personnel scolaire. Il va y avoir des affections qui vont circuler, et là-dedans, peut-être qu'effectivement, il y a la possibilité, par la compréhension de ce qu'est l'empathie, par la compréhension de ce qu'est la puissance d'agir sur les individus, de comprendre que en m'exprimant, j'ai une puissance d'agir et j'ai la capacité à affecter les autres. Je peux certes avoir une puissance d'agir. Chez Spinoza, il coupe les choses en deux. Il est encore plus universaliste, on va dire, que Darwin et Ekman qui voyaient 5 émotions. Pour Spinoza, il y a 2 émotions, c'est la joie et la tristesse. Et on est affecté de joie ou de tristesse. Mais il n'y a pas de valence entre les deux, ou il n'y a pas d'évaluation entre les deux. Il n'y a pas de jugement moral entre la différence de joie et de tristesse. Là-dessus, je suis affecté, et c'est normal que je sois affecté de joie et de tristesse, et que dans mes déambulations, je connaisse à la fois la joie et la tristesse. Ça fait partie, cette variété émotionnelle fait aussi partie de ce qui construit l'identité et l'individualité. Donc, effectivement, nous, l'une des propositions qu'on avait faites par rapport à ça, c'était effectivement, dans cette éducation aux médias, de comprendre ce qui va circuler dans les médias, et donc de comprendre ce qu'est l'émotion, ce qu'est l'empathie, ce qu'est l'affectivité, ce qu'est la puissance d'agir, et comment cette somme des puissances d'agir peuvent constituer des communs. En tout cas, on sera ravis de répondre à vos questions, d'en débattre ensuite. Merci de votre attention. N'hésitez pas, si on a encore du temps, hein, mais si dans 1 ou 2 jours, vous avez des questions à nous affecter par mail. Et puis, voilà, merci de votre attention et on est ouvert à toutes questions. Merci. Avec grand plaisir. Chiffrez-nous en ballon. Merci. Oui. Ouais, ne soyez pas d'accord avec nous, s'il vous plaît. C'est ça qui va nous faire avancer. Voilà, le ballon. C'est un beau ballon. Ah ouais, non, oui, ça.
Oui, oui. Oui. Si vous avez une ou deux questions, voilà, oui, peut-être pour éclaircir ce qu'on... On est allé lentement et vite en même temps, c'est notre spécialité. Voilà, je ne sais pas si c'est une question de précision ou une question à débattre, mais enfin, j'aurais voulu savoir un peu quelle est, dans vos travaux, la place des usages sociabilisants des émoticônes. Je veux dire par là, oui. On like pas forcément parce qu'on like un contenu, mais parce qu'on like la personne, ou parce que ça fait longtemps qu'on l'a plus liké, ou parce que on veut se rendre présent à la personne, ou simplement par politesse, quand on requiert l'amitié de quelqu'un, ça se fait ou pas. De liker ces 3 dernières productions, où on like en espérant qu'il y ait des likes en retour, dans une volonté de gain de popularité. Enfin, c'est tout l'aspect usage à intention sociabilisatrice ou sociabilisante des likes. Alors, c'est très bien d'avoir posé cette question, parce que c'est la question que tout le monde nous pose. Et c'est vrai que, comme on le disait plus ou moins tout à l'heure, on s'est intéressé au community manager parce que on reste à un niveau de personnes qui interagissent avec des groupes. Et si vous voulez, comme vous le dites, il y a des tonnes de tactiques, de stratégies, de raisons sociales d'utiliser, personnelles, émotionnelles, d'utiliser ou pas ces outils-là. Et le problème, c'est qu'on n'aurait pas de clé d'entrée, parce que il nous faudrait une clé d'entrée via des catégories sociales déterminées. Et l'un des positionnements qu'on a est justement de dire, quand on utilise le numérique, ce que je vous disais tout à l'heure, arrêtez de le voir comme un facteur ou comme une résonance de l'extérieur, mais de le voir comme quelque chose qui fait partie de notre réalité. C'est pas virtuel, c'est notre réalité, mais qui va transformer la manière dont on utilise. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nous on aurait un problème, parce que par quelle clé on rentrerait? On irait voir qui? Des hommes, des femmes, des étudiants, tel type de minorité, tel type, etc. Des gens lambda, mais ça n'existe pas, les gens lambda. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, nous, on a fait un travail sur l'utilisation des emojis et des émoticônes sur Twitter, c'est-à-dire que toujours par ce prisme des marques, qu'on a collecté via un outil qu'a développé Julien. Je ne sais même plus, on veut de 100 000, 200 000 tweets, je ne sais même plus à combien on est. 100 000 tweets qui amènent à 15 000 emojis. J'ai fait une présentation au colloque il y a un mois là-dessus, je m'en souviens déjà plus. Bref, la présentation du colloque est en ligne, d'ailleurs je pourrais la partager, parce qu'on creuse un peu cette question-là. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Enfin, il y a tellement de polysémie, il y a tellement de questions contextuelles sur ces usages qu'on en viendrait, encore une fois, à des analyses unicellulaires. Et on dirait, telle personne a utilisé le like parce que lui, dans son contexte, pour cette question, par rapport à cette relation-là, ça voulait signifier ça. Et telle autre personne a utilisé... Et vous voyez, on arriverait à une telle segmentation que, d'une part, nous, scientifiquement, on ne pourrait pas en retirer quelque chose, ou alors on devrait monter à un niveau de généralité, ce qu'on a essayé de faire. On ne dit pas, on a essayé qui perd un peu de sens. Alors on a des usages très généraux qui sont intéressants. Par exemple, on sait que le clin d'œil, enfin on s'est aperçu que le clin d'œil était souvent utilisé pour fermer une conversation. J'échange avec vous en ligne, j'utilise un smiley clin d'œil, ça veut dire ok, on s'est compris, on arrête de discuter. Vous voyez ce genre d'usages assez généraux, parce qu'ils sont très très redondants, mais dès qu'on rentre dans la description précise, on arrive à une multiplicité qui ne nous permet pas une analyse qui nous semble pertinente pour expliquer justement cette question de circulation affective qui, de notre point de vue, émerge plus par la redondance et justement ce qui paraît être du commun que par ce qui crée en fait de la différence. Et du coup, étant donné qu'on essaye de ne plus penser en termes de catégories sociales sur Internet, on essaye plus de se dire, est-ce que derrière Bibi de Bruxelles avec une photo de chat, on a un homme, une femme qui est plutôt de tel âge ou tel âge, etc. Ce qu'essayent de faire les marketeurs ou les communicants. Nous, on essaie de se dire, ok, prenons-le comme il se présente, avec sa mise en scène, et à partir de là, par rapport à ce qu'il fait, et par rapport à ce qu'il fait avec les autres, pour les autres et dans les environnements dans lesquels il se situe, essayons de comprendre, essayons de le qualifier par rapport à ça, et pas seulement par rapport à ce qu'il devrait être, ce qu'il est ou ce qu'il fait individuellement. Même si la question de fond reste pertinente en termes d'études, mais voilà, c'est pas notre angle à nous en fait. J'ai vu d'autres mains se lever, peut-être que on a répondu à toutes les questions en une seule fois. Ça s'améliore. Ah oui. Bonjour messieurs. Moi j'ai une question, en fait, puisqu'on parle d'éducation aux médias, est-ce qu'on ne se dirigerait pas plus vers une éducation de l'émotion carrément? Bah oui, enfin, ça en fait partie. Pour nous, ça en fait partie. Ouais. Après, tout dépend ce qu'on met à l'intérieur d'émotions, qu'on a expliqué au début, quoi. Mais peut-être qu'on va garder cette question pour le lancement de la table ronde.
Oui, mais juste pour préciser, voilà, mais dans tout cas on va en discuter, mais éducation aux émotions, attention de ne pas tomber, effectivement, ce qu'on disait à la fin, de ne pas prêter le flanc à tous les discours sur l'intelligence émotionnelle. Et sur la mise en compétence, en C'est tout cas. ça. Ou une lecture par compétence des émotions. Parce que par exemple, nous en France, on est en train de refaire intégralement nos diplômes universitaires par le principe des compétences. Bientôt en France, on ne délivrera plus des savoirs à l'université, mais des compétences. Moi, ce qui m'affole intégralement. Moi, je ne vais plus construire des cours en disant qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je veux transmettre comme savoir, mais qu'est-ce que je vais former comme compétences pour des étudiants. Compétences à répondre à des questions, compétences à être critique. Donc, si on rentre dans l'émotion comme éducation, et que l'éducation est de plus en plus vue comme un apport de compétences, on va arriver à l'émotion comme compétence. Et l'émotion comme compétence, c'est fabriquer, entre guillemets, des travailleurs qui savent se servir de leurs émotions, avec tous les pendants risques psychosociaux ou même collectifs qu'on a pu montrer. Donc c'est une vraie question, effectivement, qui pourrait être en débat ensuite, hein, une vraie question et qu'il faut pas, entre guillemets, qu'il faut vraiment creuser et qui, effectivement, demande beaucoup d'implication. Merci, puis c'est vrai que ça ferait une bonne introduction pour la suite. Une bonne manière de vous dire... Ah. Attendez, je crois qu'il faut le micro pour l'enregistrement. Bonjour et merci beaucoup. Moi, je me demandais, entre le fait de liker donc tous les émoticônes et le fait de réagir à un post, est-ce qu'il y a une grosse différence de captation, d'utilisation? C'est-à-dire que... est-ce que ma question est claire ou pas? Est-ce que par rapport à toutes ces données qui sont reprises, est-ce qu'il y a une différence d'analyse par les grands groupes ou par Facebook, etc., entre le fait de liker, c'est-à-dire des choses qui sont extrêmement très vite quantifiables, analysables, je cœur, je pousse, je greux, etc., ou alors je réagis effectivement à un ami en lui disant, écoute, voilà, moi je pense que, voilà, un commentaire ou un like. Oui, alors on a vu ça effectivement sur les entretiens qu'on a fait avec des community managers là, tout récemment, on leur posait la question dans l'animation de la page que vous avez sur Facebook, quelle prise en compte vous avez des Facebook Reactions par exemple. La réponse est assez ambiguë là-dessus, c'est-à-dire que ils reçoivent ces informations-là. Ils reçoivent les statistiques fournies par Facebook, parfois par d'autres logiciels ou d'autres prestataires aussi qui vont compléter, enrichir un petit peu toutes ces mesures. Et quand on en discute avec eux, on se rend compte qu'en fait, ils reçoivent beaucoup trop d'informations et qu'ils ne savent pas quoi en faire là-dessus. Ils disent, on reçoit des tableaux avec plein de colonnes, plein de lignes, etc. Et on en garde 4 ou 5 qui nous paraissent intéressantes. Alors en plus, après, il y a des logiques de circulation, c'est-à-dire que ce reporting qu'on va construire, qu'on va bricoler parfois en associant des métriques venant de différents endroits, on va les adresser à notre hiérarchie avec certaines finalités, on va les adresser à nos collaborateurs avec d'autres finalités. Parfois, c'est un peu bancal parce que comme l'algorithme de Facebook change assez régulièrement, je ne peux pas faire une comparaison d'une année sur l'autre là-dessus. Donc finalement, ces Facebook Reactions, on voit qu'on est autour de 12-13% dans l'usage par les membres inscrits sur Facebook, et on est sur un usage alors qui est limité, en plus je disais côté régie publicitaire, et on est sur un usage qui est aussi limité côté community manager parce que c'est des données supplémentaires et ils ne savent pas trop quoi en faire, quoi. Alors après, pour répondre à votre question, on a analysé des brevets Facebook qui montrent qu'en fait toutes les plateformes associent ça avec ce qu'on appelle le sentiment analysis, c'est-à-dire en fait une analyse de texte pour y extraire les mots et les qualifier, des mots, des termes qui seraient liés à des émotions. Et donc on a analysé un brevet Facebook qui montre bien que Facebook analyse toutes ces données-là, c'est-à-dire qu'ils vont extraire des termes de vos commentaires et les associer à votre âge, le nombre de clics, etc., pour faire fonctionner leur algorithme. Donc il y a effectivement cette exploitation des deux. Si vous voulez, le clic en lui-même est moins intéressant s'il est pris individuellement, en solitaire, plutôt que si on l'associe à ce qu'on appelle du sentiment analysis, donc de l'analyse de commentaires. Nous, juste avant de venir d'ailleurs ici, on a pris la page, on a analysé les commentaires sur Oasis, donc on a pris 30 posts Oasis, on vous en présentait des extraits, donc c'est à peu près 55 000 commentaires associés. Et si vous voulez, le terme qui ressort le plus dans les commentaires des utilisateurs de Oasis, c'est mort de rire, MDR, MDRRR. Donc ça ressort, je crois, sur 205 000 mots.
ça ressort plus de 7000 fois. C'est le terme qui est le plus utilisé. Et si vous voulez, il y a une corrélation qui est intéressante parce que les emojis, enfin les Facebook Reactions les plus utilisés sont le haha. Donc on a effectivement, si vous voulez, si on prend cette approche que vous demandez, on est en capacité de vous dire effectivement, on voit que Oasis utilise des leviers humoristiques, on voit que les gens réagissent le plus en mettant un haha, et que le terme qu'ils utilisent le plus, c'est MDR, mort de rire. Donc effectivement, vous voyez, plus on croise, plus on va mettre du lexicométrique, de la sémantique, plus on obtient des données fines. Après, effectivement, les organisations qu'on a rencontrées exploitent encore peu ça. Les algorithmes des plateformes l'exploitent totalement. Sinon, vous ne laisserez pas mettre des commentaires. Quel serait l'intérêt d'avoir quelque chose? Il faut toujours penser que c'est utilitaire. Une plateforme ne va pas dépenser des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de dollars pour développer une fonctionnalité qui ne leur servira à rien, hormis amuser les utilisateurs. Il y a toujours une utilisation derrière. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'était l'idée. Ah, je crois que... Merci. C'est juste parce que je suis community manager, donc c'était pour rebondir aussi sur ça. Très bien. Et donner mon avis, mais qui oui, est subjectif. Moi, en agence, donc j'ai pas mal de clients et généralement un commentaire a beaucoup plus de valeur qu'un like parce qu'il peut, en tout cas dans ce que je pense, générer plus aussi d'engagement vu que ça lance parfois des débats, que d'autres personnes du coup sont taguées ou interagissent. Et donc du coup, mon engagement sur ce post, le commentaire pour moi c'est plus le Graal qu'un like parce qu'au final quelqu'un va moins rebondir sur un like ou une réaction que sur un commentaire même qui peut générer beaucoup plus d'engagement et dans l'idée de l'économie, ça nous coûte moins cher après pour les ads Facebook. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous en tout cas. C'est ce que nous disaient plusieurs community managers avec qui on a fait des entretiens qui nous disaient qu'effectivement, un des objectifs, c'était de provoquer des commentaires et qu'après, ils se retrouvaient un peu coincés parce que plus provoquer de commentaires, plus ça prenait de temps de les gérer. Et alors, quand ils étaient chez l'annonceur, c'était un problème parce qu'ils ne pouvaient pas recruter. Quand ils étaient en agence, c'était un avantage parce qu'on pouvait demander aux clients de dire il va falloir investir encore plus parce que regardez, on provoque beaucoup de commentaires, il faut plus de community management. Effectivement, ça rentre dans une économie à la fois vers le ciblage publicitaire qui est c'est aussi au niveau du sponsoring, donc pour le côté économique, quand on booste un poste, au final, nous, ça nous coûte beaucoup moins cher quand les gens font le travail eux-mêmes. Donc, pour revenir sur la notion que vous disiez que quand notre pub revient moins cher parce que le coût par engagement, en fait, se fait quasi gratuitement vu que les gens s'engagent tout seuls et qu'on ne doit pas les payer pour s'engager ou pour générer un engagement, en fait. C'est ça, c'est mettre au travail les utilisateurs. Donc voilà, ça rebondit aussi sur ce que vous aviez expliqué. Donc. Merci pour ce témoignage.